conférence sur la psychologie de l'enfant de cette terre nouvelle. Alors, moi, je vais de moins en moins parler d'ère du Verseau parce que je pense que les gens sont de plus en plus mêlés. Quand on écoute l'émission de radio avec Roger Drolette, la plupart des intervenants sur cette émission-là semblent être mêlés avec cette ère des poissons, ère du Verseau. Est-ce qu'on pourrait pas parler plutôt de l'homme ancien, de l'homme nouveau, ou bien de l'homme qui se conscientise et de l'homme inconscient, ou de l'ère nouvelle ou de l'ère ancienne, plutôt que de parler de l'ère du Verseau et de l'ère des poissons, parce que il y a bien des gens qui pensent que c'est une conférence qui est destinée aux enfants qui sont nés sous le signe du Verseau ce soir. Et ils attendent que leur signe à eux, astrologique, soit au programme pour venir. C'est les réflexions qu'on m'a faites à moi, là. Fait que... Donc, quand moi je parle de ces conférences, je parle surtout de l'homme nouveau. J'ai parlé de la psychologie de l'homme nouveau, de la psychologie de la femme nouvelle, et sur le calendrier, c'est écrit de l'homme du Verseau. De toute façon, de plus en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'homme nouveau, et je me fous royalement des signes du zodiaque, parce que ça n'a aucune importance à mes yeux. C'est un rapport avec une nouvelle conscience. Exactement, sauf que, effectivement, quand même, pour un autre genre de public qui s'intéresse quand même à l'homme nouveau, à la femme nouvelle, à l'enfant nouveau, eux ont appris étymologiquement à appeler ça l'homme du Verseau, les enfants du Verseau et ce genre de choses. Pour ceux qui ont un bagage ésotérique. Exactement. Alors, c'est pourquoi que sur le calendrier, on parle du Verseau, et moi, surtout, disons, à la radio ou ailleurs, je parlais de l'homme nouveau au lieu de l'homme du Verseau. Maintenant, plus ça va aller, moins on va parler des signes du zodiaque, étant donné que l'homme nouveau se désassujettit complètement, alors ça vaut plus la peine non plus qu'on en parle. Maintenant, lorsqu'on parle d'ère du Verseau, on parle surtout on situe dans l'espace-temps le plan solaire avec la planète Terre et son système de planètes, et ça n'a pas rapport avec l'influence du signe du Verseau sur l'homme, évidemment. C'est un champ d'énergie que traverse la planète, on pourrait dire. Ben, présentement, le système solaire traverse un champ d'énergie, mais ça n'a pas rapport, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas interpréter ce qui va se passer au niveau de l'homme nouveau dans l'ère du Verseau avec le signe zodiacal Verseau chez l'homme présentement. Alors, l'énergie que la planète Terre traverse, ainsi que son Soleil et le reste des planètes qui suivent, c'est-à-dire les 12 planètes qui tournent autour du Soleil, traversent et vont traverser pendant longtemps un faisceau d'énergie qui pourrait porter le nom présentement d'énergie supramentale, qui a déjà porté d'autres noms dans l'Antiquité, et cela est périodique, sauf que présentement, on a la possibilité sur la planète Terre, ce qui est différent de l'Antiquité, on a la possibilité de pouvoir capter cette énergie au niveau humain, c'est-à-dire que l'homme peut la capter et l'homme peut commencer à travailler avec. Ce qui, dans l'Antiquité, n'était pas possible. Ça a été possible après l'avènement du Nazaréen, qui a été le premier contacté au niveau supramental, et ça a été disons, l'être humain qui a augmenté le taux vibratoire de la conscience planétaire, de façon à ce qu'à partir de sa disparition, ce que l'homme appelle sa mort, à partir de sa disparition, donc la disparition du Nazaréen, de Jésus-Christ, l'humanité avait maintenant cette nouvelle possibilité parce que le taux vibratoire de l'énergie planétaire était augmenté par l'expérience du Nazaréen. L'humanité, à partir de ce moment, avait la possibilité d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, ce qu'elle n'avait pas avant, et les apôtres ont été les premiers à en bénéficier. Et c'est pourquoi aussi, dans les traditions religieuses, on va dire que le Christ a sauvé l'homme, c'est-à-dire que le Christ, après son passage, a permis à l'homme d'entrer en contact avec Dieu, ou a permis à l'homme d'entrer au ciel, ou a ouvert les portes du ciel. Alors, le symbolisme des langues de feu, est-ce que ça a un rapport avec l'énergie supramentale? Oui, c'est ça. Exactement. Alors, que ce soit les colombes, que ce soit les langues de feu, ce genre de choses, c'est une coloration émotive d'un événement qui s'est passé, c'est-à-dire un contact supramental entre des hommes et cette énergie extraplanétaire, en ce sens qu'elle n'est pas générée par le plan planétaire, comme l'est notre émotivité, comme l'est notre corps physique, etc. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité qu'il y a certains humains qui vont être réceptifs à cette énergie-là? C'est quoi les critères? Est-ce que cette énergie-là, elle tombe au hasard, comme ça, sur la... Faut avoir les yeux bleus. Faut avoir les yeux bleus. Il les a, c'est correct, moi aussi, mais je suis pas aussi intelligent. Il y a quelque chose, j'ai dû perdre de l'énergie en route, quelque part. En tout cas, c'est quoi les critères? Qu'est-ce qui fait que l'humanité aujourd'hui est prête et pourquoi certaines personnes plutôt que d'autres? Qu'est-ce qu'elles ont de différent, on va dire? Bon, alors elles n'ont effectivement rien de supérieur, elles ont des choses de différentes et c'est tout à fait normal.
Qu'est-ce qui fait que l'humanité d'aujourd'hui est capable d'entrer en contact avec cette énergie supramentale au niveau collectif? C'est-à-dire que ce n'est pas une élite très limitée comme dans l'Antiquité. On a eu certains Melchisédek qui étaient, disons, qui avaient l'apanage de l'énergie supramentale, où on a eu d'autres personnes qui ont eu des contacts appropriés et légèrement déformés selon les nécessités de l'époque. Alors, on a Moïse, on a Abraham, et on a un autre Abraham aussi, plus loin, aux États-Unis. Et on a d'autres personnes qui ont entré en contact avec l'énergie supramentale, dont le Nazaréen, dont Lazare, qui est aussi le comte de Saint-Germain, et etc. Et aujourd'hui, donc dans l'Antiquité, on avait quelques êtres humains qui avaient la possibilité. Donc, les exceptions, ce que nous appelons, nous autres, pour nous faire plaisir, les grands maîtres, qui ne sont ni grands ni maîtres. Bon. Ce sont des hommes différents qui ont reçu cette énergie supramentale parce que leur expérience du milieu, donc l'expérience de leur vie, les a amenés à cette énergie, et aussi parce que génétiquement, le corps qui est venu au monde à un moment donné, lorsqu'on a une tribu d'indigènes qui ne sont pas extrêmement intelligents, évidemment, ils sont suffisamment intelligents pour enfanter. Et lorsqu'ils ont des enfants, à un moment donné, après peut-être 2, 3, 4 générations, on assiste à la naissance d'un enfant qui cumule ce qu'il y a de supérieur dans toute la tribu, donc un enfant qui devient un grand chef, qui devient ou un grand prêtre ou un grand chef, et qui est réellement suprême. C'est un surhomme comparativement à la tribu. Et c'est normal parce que la génétique fait qu'à un moment donné, les parents vont enfanter malgré eux ce qu'il y a de mieux dans cette tribu. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Antiquité aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement un caractère divin qui va créer le corps parfait, mais génétiquement, il y a un corps qui est adapté à la réception d'une énergie supérieure. Donc, évidemment, des énergies, ce qu'Alexandre Lachance appelle l'énergie christique, le terme alchimique de l'énergie supramentale. Donc, les énergies christiques ou les énergies supérieures vont évidemment pouvoir être assimilées, être intégrées par un corps plus évolué que la masse. Et donc, dans l'Antiquité, on assistait souvent à ce genre de naissance qui créait l'exception parmi le peuple. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que l'humanité évoluant, physiquement, nous évoluons de par la génétique, vitalement, nous évoluons de par la génétique, psychologiquement, nous évoluons par un mécanisme de réincarnation pluralitaire au niveau du plan astral, donc du plan de la psychologie collective. Et nous allons revenir sur ce sujet parce que c'est ça qui va... C'est à partir de ce mécanisme qu'on va pouvoir comprendre, et c'est ce mécanisme aussi qui va dénoter la différence entre la psychologie de l'enfant nouveau de celle de l'enfant ancien. Alors donc, aujourd'hui, évoluant, l'enfant qui vient au monde a évidemment une cérébralité supérieure, c'est-à-dire qu'il a un plan neuronique, un système cérébral plus évolué que dans l'Antiquité, c'est tout à fait normal. Il a des possibilités physiques plus raffinées, c'est-à-dire qu'il a un corps qui lui permet un meilleur contrôle. Il a un corps nerveux qui permet plus d'affinité corporelle, plus de sensibilité, plus de doigté. Alors, il est capable, avec ses mains, de travailler comme dans l'Antiquité, on ne pouvait pas le faire parce qu'on avait des mains beaucoup plus massives puis on avait de la misère à se promener. Ce qui se passait, d'ailleurs, on buvait plus souvent sur le menton que dans la bouche. Et au fur et à mesure que l'humanité évolue dans le plan physique, l'être humain se raffine. Alors, on a des antiques techniques qui ont permis à l'être humain d'arriver à créer ou à procréer des enfants qui sont devenus des adultes, qui étaient plus évolués. Et aujourd'hui, ces corps physiques étant plus avancés, le cadre social étant plus évolué, c'est-à-dire que le plan physique a ce qu'il faut pour apprendre des choses, et le cadre social a presque tout ce qu'il faut pour lui enseigner ces choses, alors automatiquement, on a des êtres humains qui ont la possibilité de développer un plan psychologique, un plan émotif un peu plus grand, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas désirer quelque chose qu'il ne connaît pas. Plus l'homme connaît de choses, plus l'homme désire de choses. Plus l'homme désire de choses, plus l'homme donc s'arrange pour avoir ces choses. Plus l'homme veut s'arranger pour avoir ces choses, plus l'homme travaille pas avec son intellect, donc avec cette forme d'intelligence humaine, et plus l'homme travaille avec cet intellect pour essayer d'avoir de l'efficacité dans l'aboutissement de ses désirs, plus il dynamise ce que j'appelle le corps mental, plus l'homme a un corps mental dynamique, énergisé, plus l'homme a la capacité d'entrer en contact avec l'énergie supramentale qui ne peut pas être captée par l'énergie émotive. Donc, aujourd'hui, on a une industrie lourde, on a une industrie forte, on a des désirs, on a un monde extraordinaire, évidemment, au niveau du plan du Québec, du plan nord-américain et quelque peu européen, parce qu'évidemment, ça se limite à ce contexte de pays.
Et ces êtres humains qui sont là ont beaucoup plus de possibilités d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, ce que dans l'Antiquité, on n'avait pas. Évidemment, les humains vont passer par des périodes de troubles plus grands, parce que sachez bien que plus vous comprenez des choses, plus vous voyez une partie de la réalité. Et lorsqu'on commence à voir une partie de la réalité, on a peur parce qu'on ne voit pas toute la réalité. Alors, lorsqu'on découvre un jour, par exemple, que notre mari ou que notre femme nous trompe, on vient de comprendre, on vient de découvrir quelque chose de neuf. Mais on ne comprend pas tout ce qui le pousse. Alors, évidemment, on est plus perturbé que si on l'ignorait. Et c'est continuellement comme ça au niveau de l'évolution. Et en Afghanistan, on ne parle pas d'apocalypse, mais ici, on va en parler. En Afghanistan, on n'a pas peur de la bombe nucléaire, on ne sait même pas que ça existe. Mais ici, on en a peur. Et plus on est industrialisé, plus on est informatisé, plus on a la possibilité d'avoir de l'information planétaire, alors par satellite, etc., plus l'homme a la possibilité de se poser des questions d'un cadre planétaire, d'un cadre plus grandiose que juste se demander si son pain va brûler ou s'il va cuire convenablement. Alors aujourd'hui, le problème de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment de savoir s'il aura du travail, c'est aussi de savoir si sa maison, s'il sera abrité, c'est de savoir si l'inflation ne le grugera pas trop, c'est de savoir si sa femme ou son mari va rester, c'est de savoir si ses enfants vieilliront pas trop vite parce qu'ils veulent pas qu'ils partent, ou bien non, s'ils vont vieillir relativement vite parce qu'il y a hâte qu'ils s'en aillent. Ça dépend des parents. Et ensuite, ce qui différencie les continents nord-américains et, disons, quelques parcelles de l'Europe du reste de la planète, ensuite, l'homme est intéressé à sa société. Il est intéressé à l'industrie, il est intéressé à faire des affaires, il est intéressé à ce qui se passe sur le plan planétaire, il est intéressé aux Olympiques, il les vit différemment, il est intéressé au voyage spatial, il est intéressé à d'autres choses qui ne sont pas collectivement vécues par le reste de la masse planétaire. Alors, c'est sûr que les universitaires du Portugal ou les universitaires de l'Espagne ou les universitaires de l'Afghanistan connaissent un peu le domaine de l'aérospatial, mais ne sont pas aussi intéressés que nous. Ils ne font pas de films de ce genre, ils n'ont pas le même mécanisme. Et la collectivité de ces pays-là l'ignorent complètement. Ils ne sont pas régis par ces nouvelles découvertes, ce qui fait que mentalement, ils ne travaillent pas autant. Les micro-ordinateurs, on n'en a pas partout sur la planète. On en a dans certains pays. Et on en a un peu partout dans les maisons. Et c'est c'est d'ailleurs une preuve de l'évolution mentale, de l'évolution intellectuelle, disons presque intelligente, disons de l'évolution mentale de l'homme. Et cette évolution mentale permet à l'homme d'arriver à entrer en contact avec une nouvelle forme d'expérience, celle du savoir inexpérimenté. C'est-à-dire que l'homme sait soudainement quelque chose sans avoir eu à vivre à travers des mécanismes pour apprendre cette chose. Et ça, c'est l'énergie supramentale, c'est l'intelligence active, et c'est pourquoi ici, on n'a plus d'êtres qui sont en contact, plus ou moins, donc en transition de contact avec l'énergie supramentale, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se posent des questions et qui soudain se répondent. Et se disent ou ne se disent pas, mais comment ça se fait que je sais ça? Et là, tu regardes dans un livre et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y en a déjà un autre qui l'a dit avant toi. Et ce mécanisme fait que tu te fais charrier par le plan psychologique collectif, ce que nous appelons l'astral collectif, et de temps en temps, tu es en contact supramental, et l'homme qui a un ego, et c'est évidemment le problème de l'évolution, c'est que l'homme doit passer par l'évolution d'un ego pour arriver à ce contact supramental, c'est-à-dire que l'animal doit devenir homme pour devenir Dieu. Sauf que l'homme doit mourir pour que l'énergie supérieure puisse devenir l'homme. Alors donc, l'homme a un ego, l'homme veut rejoindre quelque chose, et lorsque l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale, il est tellement content qu'il coupe tous les liens, il est convaincu que c'est lui qui maintenant a trouvé l'idée, alors que l'idée, c'est une énergie qu'il a captée. Et lorsque le Nazaréen disait que ce n'était pas lui qui le faisait, mais le Père, c'est un terme qu'il employait, mais une chose qui est certaine, c'est que égoïquement, l'ego nazaréen savait que ce n'était pas lui qui faisait. Il constatait que l'ego n'avait pas de mérite à récupérer l'expérience. Exactement. Alors moi, je sais des choses que d'autres ne savent pas, mais ce n'est pas moi en tant qu'être humain, c'est-à-dire que ce n'est pas mon ego, ma psychologie, mon éducation, mes mémoires et tout cela, mon expérience, qui sait ça? Mon expérience ne peut pas savoir quelque chose qu'elle ignore. Mon expérience ne peut pas savoir quelque chose qu'elle n'a pas expérimenté, et mon ego est l'expression de mon expérience. Et lorsque je parle d'énergie supramentale, cela veut dire que ce n'est pas l'ego
qui entre en contact avec cette énergie. C'est cette énergie qui entre en contact avec les corps de l'homme et qui s'exprime à travers l'homme. L'ego peut être instruit par le contact supramental, mais lorsque l'ego commence à vivre l'illumination, il coupe le contact automatiquement. Alors on pourrait dire qu'on est à l'aube d'une époque où de plus en plus on risque d'être branché sur un courant de haut voltage et qu'on a l'habitude de fonctionner, supposons, sur du 210 volts et que demain cette énergie-là en représente 1000. Donc il nous faut construire une gaine là. Exactement. Il faut construire une gaine à tous les plans, à toutes les dimensions, à tous les niveaux des corps de l'homme, donc pour que cette énergie-là ne brûle pas l'homme. En fait, c'est ce qui est la préparation de l'homme, c'est-à-dire que la personne entre en contact avec cette énergie lorsqu'elle est prête. Et l'homme doit faire certains pas, disons, si on peut dire, vers cette préparation, quoique l'homme ne peut pas rien faire pour être prêt plus vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es prêt à te lever ou à rester assis. Tu vas prendre une décision, mais tu as la possibilité de l'un ou de l'autre. Mais si tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas prendre la décision de te lever. Alors si tu dis, bon, alors je veux rentrer en contact avec l'énergie supramentale, ben non, si tu n'as pas tout ce qu'il faut pour, tu as beau vouloir, ça ne fonctionne pas. Et si tu pries l'énergie supramentale qu'elle vienne te parler, faut que tu pries longtemps parce que tant que tu as prié, elle ne viendra pas. Alors, et c'est tout à fait normal parce que c'est l'ego qui tient à rechercher et cette énergie-là est une énergie qui est libre, qui ne peut pas être attachée, qui ne peut pas être enlacée, qui ne peut pas être aimée, donc est attirée. Elle vient à un moment donné par intelligence mentale, c'est-à-dire que lorsque l'homme a suffisamment d'intelligence chez lui, lorsque l'homme est conséquentiel, lorsque l'homme voit clairement les choses comme elles sont, automatiquement l'homme commence à agrandir son champ de conscience et il comprend de plus en plus des mécanismes, c'est-à-dire que l'homme n'arrive pas à mieux manipuler les autres, il comprend simplement ce qui se passe, l'homme voit clair. Exactement comme s'il s'élevait en avion lentement puis il commence à englober de plus en plus de choses. Alors, s'il y a un trafic sur une autoroute, l'homme dans son automobile ne voit pas le trafic. Il chiale, il se plaint, c'est peut-être le deuxième gars en avant de lui là, qui vient de sortir de son auto pour voir, il klaxonne après, il ne voit pas ce qui se passe. Et le commentateur du trafic qui se promène en avion, lui, voit tout complet en même temps. Alors, il peut dire, bon, passer par telle rue, passer par telle autre rue, éviter telle chose, il y a 15 minutes de retard, pas plus, alors brisez pas vos vitres d'auto. Il a une conscience globale du problème et il le vit différemment et il peut aider les êtres humains en bas à vivre différemment. Allumez votre radio, c'est bouché, paniquez pas, dans une demi-heure, ça va être débouché, il n'y a rien à faire. Quand tu le sais, ça va. Et l'homme, c'est l'ego dans son auto et l'énergie supramentale qui relie l'homme permet à l'homme d'avoir une conscience dans l'auto, en même temps une conscience dans l'avion du commentateur de trafic. Alors, ce qui fait qu'il vit l'expérience du chauffeur d'auto, en même temps, il ne panique pas, en même temps, il n'a pas peur, parce qu'il comprend tout ce qui régit son véhicule présentement. Et c'est simplement ce qui se passe chez l'homme nouveau, c'est qu'il a une conscience, donc, qui est supramentale, qui est extraplanétaire, qui englobe la planète, qui englobe donc ce qui se passe sur le plan planétaire, et en même temps, il continue à expérimenter cette vie planétaire dans ses véhicules terrestres, donc dans ses corps, en l'occurrence ses corps physiques et les autres. Il a donc une possibilité d'évoluer d'une façon totalement inconnue jusqu'à date au niveau de l'homme ancien, qui a toujours essayé d'être sauvé par les énergies supérieures en termes vibratoires à lui, alors qu'il ne peut pas être sauvé. L'homme a un rôle fondamental dans l'évolution planétaire. Il doit sauver Dieu, et je dis Dieu, et c'est dans les énergies supérieures, et Dieu, lui, a un rôle primordial, il doit sauver l'homme. Parce que, je l'ai déjà dit et je le répète, si on prend comme acquis, alors juste pour ne pas trop froisser lorsque je dis que l'homme doit sauver Dieu, et que Dieu doit sauver l'homme, et que le problème de Dieu, c'est un problème humain, et que le problème de l'homme, c'est un problème divin, c'est que si on dit que Dieu est partout et que Dieu est parfait, il faut bien comprendre que si Dieu est partout, c'est qu'il est en vous, et si Dieu est parfait, c'est que vous êtes parfait. Alors, la perfection, présentement, sur la planète, elle souffre de certaines lacunes. L'homme n'est pas parfait. Et donc, il y a des parcelles de Dieu qui ne sont pas parfaites, donc Dieu est imparfait. Et si on veut que Dieu soit parfait, Dieu attend après l'homme. Il ne peut pas être parfait tant que l'homme ne sera pas accompli. Et donc, Dieu s'intéresse à l'homme, non pas parce que Dieu aime l'homme dans le sens émotif du terme, c'est parce que Dieu est comme l'homme, Dieu a besoin de l'homme, alors automatiquement Dieu s'intéresse à l'homme. Et quand je parle Dieu, on personnalise cette énergie, alors qu'elle ne peut pas être personnalisée. Alors le mot Dieu, on va le mettre de côté, et on parle d'énergie. On peut parler de conscience divine. Conscience divine, ou qui serait déjà beaucoup mieux effectivement que le mot Dieu, qui quand même est extrêmement charrié, et qui dans certains concepts psychologiques, lorsqu'on dit Dieu est telle chose, ça frustre immédiatement, parce que on ne connaît pas Dieu, on ne veut pas le connaître, Dieu, on l'a dessiné, on l'a formé, on l'a incrusté dans notre conscience psychologique, et on dit Dieu c'est ça, venez pas toucher. Un jour, j'ai annoncé publiquement que Dieu était noir.
Et ça a créé une réaction un peu comme ça crée un peu ce soir, sauf que j'avais préparé mon coup. Il y avait seulement 2 personnes dans la salle qui étaient ravies, c'était 2 noirs. Et Dieu est noir. Là, tout le monde, ben voyons donc, Dieu n'a pas de couleur. Alors, Dieu n'a pas de couleur, mais si j'aurais dit Dieu est blanc, tout le monde aurait été d'accord, Dieu a une couleur. Mais non, Dieu n'a pas de couleur s'il est noir. Il ne peut pas être noir, il est transparent. Mais sinon, Dieu est blanc. Et tous ceux qui, lorsqu'on dessine le Dieu, on le dessine aussi blanc. Et c'est ce mécanisme, c'est la personnalisation de Dieu. C'est de l'infantilisme, ça, ces projections. C'est de l'infantilisme, oui. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque je parle de Dieu, alors évidemment, ça frustre. Mais pourquoi? Parce qu'on a une conception de Dieu où on se fout de Dieu. Je veux même pas qu'il me dise comment il est, moi je sais comment il est. Et s'il veut que je l'aime, il y a rien qu'à se transformer comme j'ai décidé qu'il devait être. C'est ce qui se passe. Alors, si un jour Dieu se promène sur la planète Terre, ben, personne ne le voit, parce que tout le monde attend un Dieu particulier qui ne viendra pas, évidemment, parce que ce Dieu particulier-là, individuel et attendu par chacun, n'existe pas. Il n'existe que dans la conscience de ces personnes. Alors, on parle de conscience divine, c'est-à-dire, par rapport à la conscience de l'ego, une conscience globale. L'ego a une conscience très limitée, et disons que lorsque l'homme arrive à cette conscience divine ou à ce contact avec l'énergie christique, énergie qui est venue, à un moment donné, transformer le Nazaréen en Christ, c'est un contact divin, donc l'homme devient ce Dieu. Et l'homme ne devient pas ce Dieu pour les autres. Il est Dieu pour lui. Et les autres, évidemment, vont le béatifier, vont le diviniser, ils vont faire ce qu'ils veulent, même ils vont même aller jusqu'à le tuer. Parce qu'évidemment, c'est plus facile de... Parce que l'ego humain, il faut bien comprendre, ça change. Mais ça a été longtemps le cas. C'est qu'il ne pouvait pas accepter lucidement quelqu'un si ce personnage était vivant, s'il était supérieur. Alors évidemment, on éliminait. Et c'est toujours après la mort d'un artiste, après la mort d'un inventeur, après la mort de quelqu'un qu'on reconnaît la personne. Parce que c'est moins frustrant pour l'ego de dire « Ah oui, mais lui, un tel, je risque pas de le rencontrer. » Alors si je dis un personnage qui s'appelait Pierre Lalance et qui est mort il y a 20 ans, a été l'un des plus grands pionniers de l'évolution planétaire, on peut peut-être croire. Mais si je dis François J. Payotte est le plus grand, alors là, on ne croit pas. Avec raison, d'ailleurs. Mais on ne pourrait pas croire. Alors, quelqu'un dans la salle ici est une personne qui est capable de faire de la télékinésie, faire bouger les objets à distance. Et il se cache depuis qu'il est né. Personne ne le sait. Alors, cette personne, elle est venue accompagnée de 3 autres personnes ce soir. Et si je nomme son nom, les autres vont dire, ben voyons, donc pas toi, je te connais, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je te connais. Tous les autres vont dire, ah oui? Puis ses chums, ses amis vont dire, ben non, voyons donc, lui. Ils pourront pas l'accepter parce qu'ils le connaissent. Alors, égoïquement parlant, ils peuvent pas. Parce qu'ils vont se sentir inférieurs. C'est ça, l'homme aime se sentir inférieur. Alors, dans la Bible, il y a un passage comme ça à propos de Jésus où on dit mais qu'est-ce qui peut donc bien sortir d'intéressant de Galilée? Rien. Les gens disaient à l'époque de Galilée, c'est un trou perdu, il n'y a rien là. Puis on n'est pas prophète dans son pays, c'est le même mécanisme. Si t'es connu, il n'y a rien à faire. Alors va-t'en ailleurs où le monde va t'accepter. Après ça, fais-toi pousser une barbe, achète-toi des lunettes, puis reviens dedans. Et puis là, ils vont t'accepter s'ils ne te reconnaissent pas. Et ça, c'est important pour l'homme, il doit ne pas connaître ou il doit attendre que le véhicule soit mort. Et aujourd'hui, plus cela va aller, et plus les véhicules vont être vivants pour exprimer cette énergie. C'est-à-dire qu'ils doivent être vivants de façon pour l'exprimer. Alors, donc, si on regarde les mécanismes qui font que l'enfant nouveau, donc l'enfant qui est venu au monde, l'enfant, disons, de 12 ans aller en descendant, c'est plus collectif dans ce groupe d'âge. En haut de 12 ans, on en a quelques-uns, mais là, on s'en va un peu dans les exceptions. Et évidemment, on a des adultes qui sont extrêmement âgés, qui sont des exceptions parmi les exceptions, et qui sont aussi de cette race nouvelle, c'est-à-dire de l'homme nouveau. Comme Krishnamurti, par exemple, ça pourrait être un exemple de ça. Krishnamurti, Sri Aurobindo, et on peut reculer lentement pour en trouver d'autres. Et il y en a aussi des personnes en transition qui sont des exceptions. Si on dirait, par exemple, ce soir, tout le public ici en sont, bien évidemment, sur 2 800 000 habitants autour de la région de Montréal, il en manque déjà un bon paquet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées, disons, sous le signe de l'homme nouveau, donc de l'homme transitif, qui ont les facultés pour arriver à se poser des questions nouvelles. Et ça, c'est important. Parce que lorsqu'on se pose continuellement les questions que tout le monde se pose, on pose une question collective. Et on s'attend à avoir une réponse qui va être régie par la collectivité. Alors, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, où je vais? Alors, tu ne pourras pas avoir une réponse
nouvelle parce que c'est une question ancienne. Alors, question de théologie poussiéreuse. Exactement. Alors, on va parler de réincarnation. On va dire, ben oui, à un moment donné, je meurs et après ça, je me réincarne et je continue à vivre dans mon véhicule, j'apprends de nouvelles choses, je meurs et je me réincarne. Mais tant qu'on pose la question comme on l'a toujours posée, on a toujours la réponse comme elle a toujours été donnée. Mais la réincarnation, ce processus-là n'est pas comme ça. Et on va en reparler parce qu'on va parler justement de l'enfant nouveau et de l'enfant ancien au niveau des processus réincarnatifs. C'est ce qui va aussi faire la différence. Et lorsque l'homme évolue, lorsque l'homme passe par un cheminement expérientiel qui est la vie, il apprend des choses, il construit une mémoire. Il y a des choses que je vais dire ce soir qui vont peut-être être difficilement intégrables immédiatement, qui peuvent l'être un peu plus tard, mais on ne doit surtout pas essayer parmi les enfants que l'on connaît, que ce soit les nôtres, nos neveux, etc., nos nièces ou les enfants à qui on enseigne ou les voisins, essayer de repérer un enfant nouveau. Parce que là, on va créer un racisme qui va commencer lentement, mais qui va être cultivable très facilement à l'insu du monde, où on va vouloir penser que telle personne, tel enfant, c'est un enfant nouveau, tandis que l'autre ne l'est pas. Alors, il va venir un temps où les enfants de tout le monde vont être des enfants anciens, sauf les nôtres, puis tout le monde va penser ça. Alors, ce qui fait qu'on va avoir des enfants nouveaux partout, des enfants anciens partout, dépendant d'où ce qu'on se place. Alors, ce qui fait qu'on ne doit jamais, mais jamais faire ça. Et on ne doit pas non plus se servir de ces mots pour éduquer. Ah, ben là, t'es un enfant ancien, là. Alors, on culpabilise, puis il faut qu'il se fende le derrière pour devenir un enfant nouveau, pour nous faire plaisir. Ben là, c'est pas ça du tout. Là, c'est vrai que c'est un enfant ancien, puis l'adulte, c'est un adulte hyper ancien. Il faut faire extrêmement attention avec ce vocabulaire. Alors, tu sais, t'es un homme nouveau, toi. Ben ça, il faut faire attention à ça. C'est un compliment pour flatter l'ego, là, mais c'est pas trop fort. Donc, l'enfant présentement, l'enfant ancien, qu'est-ce qu'il fait l'enfant ancien? L'enfant ancien, lorsqu'il vient au monde, s'il meurt, il n'a pas d'ego. Il n'a pas vécu, c'est-à-dire que c'est une entité vivante que nous pourrions appeler un homme qui n'a pas d'expérience propre dans le sens de l'évolution. Il n'évolue que pour la collectivité, c'est-à-dire qu'il va monopoliser la collectivité autour de lui. Ça peut être la famille, sa femme, les médecins, tout ça. Et s'il souffre, il va faire vivre des expériences aux autres, lui n'en vit pas. S'il meurt, il fait vivre des expériences aux autres, lui n'en vit pas. Donc, l'enfant ancien, lorsqu'il vient au monde, n'a pas d'évolution propre. Il est le réceptacle de plusieurs entités réincarnatives qui vont pluralitairement se réincarner dedans son corps. Et ces entités réincarnatives ne sont pas encore fusionnées. Donc, même si l'enfant vit et même si l'enfant est habité par une âme informée mais constituée, il n'est pas un homme ou une femme en termes d'évolution, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ego de formé et l'évolution qui va vivre à l'intérieur de l'expérience de cet enfant est une évolution qui sert au plan de la collectivité, mais qui ne sert pas au plan d'un individu parce qu'il n'y a pas encore d'individu chez l'enfant ancien, jusque vers l'âge de 3, 4, 5, 6 et 7 ans, dépendant du corps physique à la naissance et du milieu d'éducation, donc autour de l'enfant. Alors, ce qui fait que l'enfant ancien, lorsqu'il vient au monde, il est totalement dépendant du milieu extérieur parce qu'il n'a pas d'individualité, parce qu'il n'est pas expérimentalement un être individuel en train d'apprendre pour lui. Il n'est pas évolutif. Il fait évoluer la collectivité, mais ce n'est pas un être évolutif. Le travail de l'enfant, lorsqu'il vient au monde, donc de l'enfant ancien, de la naissance aller jusqu'à un certain nombre d'années, va être celui de se constituer un ego, c'est-à-dire de se constituer un véhicule qui viendra vouloir évoluer. Et lorsqu'il aura constitué ce véhicule, que nous appelons l'ego, et cet ego est nécessaire chez l'enfant ancien pour créer l'homme ancien, qui après pourra être transitif, lorsqu'il aura ce véhicule égoïque, lorsqu'il commencera à prendre conscience qu'il est présent sur le plan planétaire, là, il va commencer à vivre une évolution qui, de collective, c'est-à-dire non plus, il ne servira plus que le plan collectif, astral planétaire, il va commencer à pouvoir s'énergiser lui-même, donc constituer son ego et commencer à expérimenter dans le plan matériel pour lui, c'est-à-dire il va commencer à évoluer, donc à s'améliorer de différentes façons. Donc, l'enfant ancien est un être programmable, un être que nous pouvons éduquer. Faire attention parce que l'enfant nouveau ne sera pas éducable. Est-ce qu'il a des aspects
va en souffrir ou va en bénéficier le restant de ses jours. C'est un être qui, selon le cadre familial, les chicanes entre les parents ou etc., va pouvoir en bénéficier ou en souffrir le restant de ses jours. C'est un être qui, dépendant de l'éducation qu'il va recevoir du milieu, donc du cadre social, familial, etc., va en bénéficier ou en souffrir le restant de ses jours. C'est un être comme tant d'êtres présentement, et comme j'en ai eu une personne hier, qui, par exemple, vont dire « Oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai été éduqué comme ça, et puis la religion m'a fourré tout le temps, et puis c'est pas ceci, c'est pas ça, alors je peux pas changer. Mais c'est pas de ma faute, je peux pas à cause que mes parents m'ont toujours dit que c'est un être de même. Un être qui est programmable, programmé, et qui est convaincu qu'il ne peut pas se prendre en main, puis effacer les mémoires, qu'il peut pas éteindre puis rallumer. Bon. Alors, l'enfant ancien, c'est un enfant tel qu'on le connaît. Un enfant, donc, qui pleure, un enfant qui s'ennuie, un enfant qui est éduqué par les parents et un enfant qui, dans la société, va s'éduquer drôlement mal s'il est laissé à lui-même. C'est-à-dire qu'il va essayer par essai et erreur, il va essayer la drogue et s'il trouve que c'est pas bon, il risque d'être pris avec quand même. Sinon, il va trouver que c'est bon, mais seulement quand il y en a, alors il va s'organiser pour en avoir. Et il va se promener d'un milieu à l'autre, d'un phénomène scolaire à un autre. Il va être, en tout cas, il y a tous les mécanismes de l'enfant ancien qui sont... Présentement, les enfants ont de plus en plus de difficultés parce que les parents les éduquent et les élèvent de moins en moins. Dans l'Antiquité, voilà, 50 ans en descendant, lorsqu'on élevait l'enfant, lorsqu'on en faisait un enfant savant, au même titre que lorsqu'on élève un chien, c'est-à-dire qu'on en fait un chien savant, alors il fait le beau, il fait des conneries, il se tourne à terre, bon, il fait des choses, il attaque, il nous défend, ou ben non, il fait le mort. Pour recevoir des récompenses, c'est ce qu'on fait aussi avec l'éducation présentement de l'enfant ancien, c'est-à-dire qu'il va réussir sa vie, on va être fier de lui, il va avoir une belle auto, il va avoir telle chose, alors il réussit sa vie, alors on le récompense, la société récompense continuellement. Si l'homme est un homme savant, c'est-à-dire s'il fait le beau quand on lui demande, et lorsqu'il ne fait pas ce qu'on lui demande, alors on le prive, on le coupe, on le met en prison, on donne une contravention, on dit qu'on le met devant tout le monde parce que collectivement il a besoin d'être bon, alors ce qui fait que le mettant devant tout le monde quand il n'est pas bon, c'est très 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 souffrant pour l'homme savant, l'homme ancien. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'enfant ancien. On peut le programmer et c'est aussi ce qu'on fait. Aujourd'hui, les parents ont moins d'énergie pour élever, faire des enfants savants. Et ils vont dire, bon, mais qui se démerde donc? Alors, on a aujourd'hui une grosse tendance, les parents ont une immense tendance à ne plus vouloir éduquer ou élever leurs enfants, à ne plus s'en occuper. Et les éducateurs non plus. Dernièrement, j'ai une personne qui me disait justement que son fils va dans une école, collège français. Alors, c'est une école quand même qui a une certaine classe, et il est grand, il mesure 6 pieds quelque chose, il a 18 ans, et à un moment donné, il y a un 6 pieds plus grand que lui qui est arrivé, qui a commencé à taper dessus, les couper dans le ventre, puis tout ça. Il y a un professeur qui est sorti, puis il leur a demandé poliment d'aller se battre ailleurs. Alors, au lieu de vouloir régler le problème de la bataille, on peut, tu sais, on les sépare et puis on veut des explications, puis on essaie de leur faire comprendre que c'est ridicule. Surtout en plus que l'un des deux n'était pas agresseur, il était carrément agressé, il s'est même pas défendu non plus. Et le professeur, leur demande de bien vouloir aller se battre dehors parce qu'ici, ça peut, tu sais, ça crée des problèmes. Alors, on ne veut plus éduquer, on ne veut plus élever. C'est bon qu'on ne fasse plus, qu'on n'éduque plus, qu'on n'élève plus pour l'instant, même si ça crée un conflit au niveau de la phase d'adolescence ou de la phase infantile. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir réajuster notre tir pour réenvisager une nouvelle forme de culture au niveau de l'enfant, parce que les enfants qui s'en viennent vont être surtout des enfants nouveaux. Alors, si les adultes ont commencé à être tannés de vouloir éduquer, c'est parce que l'éducation qu'ils amenaient n'était plus aussi bien reçue par l'enfant, parce que l'enfant commençait à être transitif. Alors, présentement, on abandonne. C'est aussi parce qu'on a abandonné toutes les valeurs qui nous servaient de flèches d'éducation. On les a abandonnées parce qu'il n'y avait plus de réceptacle chez l'enfant, chez l'éducation. Plus ça allait, plus les valeurs tombaient parce que les enfants les recevaient mal, parce qu'on leur donnait comme on les avait reçus, et ces enfants-là étaient légèrement d'une autre race, même s'ils n'étaient pas conscients de leur état. Alors évidemment, on a de plus en plus de problèmes au niveau de l'adolescence, et si on redescend vers la naissance, les jeunes sont de plus en plus difficiles à vivre. Pourquoi? Parce que les adultes sont difficiles à vivre. Et les jeunes ne s'adaptent pas, c'est-à-dire que plus l'enfant nouveau va naître, moins celui-ci est adaptable à l'adulte. Et c'est l'adulte qui devra s'adapter à l'enfant. Alors, tandis que dans l'éducation de l'enfant ancien, on adaptait l'enfant simplement, on le maniait, on le manipulait, on le formait à ce qu'on voulait. Alors, on le mettait dans une école de réforme, on l'envoyait dans un collège particulier, quand il sortait de là, c'était fait. Alors, aujourd'hui, l'enfant nouveau qui naît et les enfants qui vont naître, c'est des enfants qui n'ont rien de l'enfant que l'on connaît.
c'est un enfant qui va naître d'un processus de réincarnation qui permet la réincarnation individuelle. Alors, je vais vous expliquer ceci. On peut commencer à en parler de plus en plus publiquement. Lorsque je le fais en séminaire PMC, séminaire intensif, on va plus profondément, et même là encore, ça bouleverse certaines personnes. Alors, il y en a, il faut qu'on leur fasse prendre un petit break à un moment donné, alors une petite demi-heure, 3/4 d'heure, il y en a qui vont prendre des marches dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement cristallisés et dynamisés dans une conception particulière que lorsqu'ils découvrent quelque chose qui explique tout ce qu'ils ne comprenaient pas, mais qui est totalement nouveau, mais qui détruit par contre ce qu'ils pensaient comprendre, ça bouge énormément et c'est compliqué. Mais il faut comprendre ceci. Pourquoi la réincarnation ou non, ça n'a aucune importance. Prenons simplement que lorsqu'on a quelque chose qui explique des choses, alors on ne peut pas la rejeter. On ne peut pas l'accréditer comme étant une réalité ou une vérité, mais on ne peut pas la rejeter si elle explique des choses. Pour l'instant, on la conserve comme concept, comme théorie, elle explique des choses. Les processus réincarnatifs font que lorsque l'homme a une évolution qui est beaucoup plus reliée à la collectivité, c'est-à-dire que dans les tribus ou dans les grosses collectivités de pays sous-développés ou de pays médiocrement développés, les personnes évoluent selon une conscience collective. Alors, ils se battent pour leur drapeau, et si on a un chef qui commence à crier un peu, tout le monde embarque, tout le monde est content. Si on fait un party, puis qu'on invite tout le monde y va parce qu'en gang, c'est plus le fun. Donc, ce sont des masses qui se déplacent, et c'est la masse qui évolue. Ce n'est pas l'individu qui évolue, c'est la masse. Et la masse évolue extrêmement lentement, parce que l'évolution de chacun est aplanie par ceux qui n'évoluent pas. Donc, la masse évolue lentement. Et lorsque l'individu de cet ordre meurt, il ne peut pas se réincarner dans un corps en étant lui comme il a été dans son autre vie, même s'il ne se rappelle pas. Alors, ce qui va arriver, c'est que si on a 15 personnes qui meurent, ces 15 personnes, s'ils sont au même niveau psychologique, vont à se fusionner dans le plan, ce que l'homme appelle le plan mortuaire ou le monde parallèle, le monde des morts, donc dans le plan de l'astral planétaire. Ces entités, ces égos, ces âmes vont se fusionner, s'intermêler, s'ils sont au même plan vibratoire. Ils vont s'intermêler et chaque individu va perdre son individualité pour créer une nouvelle forme d'être. Et ce nuage qui maintenant cumule les 15 individus va à un moment donné se réincarner dans 5, 3, 2 ou un individu seulement. Ce qui fait que l'enfant, lorsqu'il apparaît, il est totalement dans un brouillard, l'enfant ancien, dans un brouillard total. Il ne sait pas qu'il vit, il ne sait pas qu'il a une personnalité parce qu'il n'en a pas. Et il devra, pendant la période de la naissance, aller jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, faire une fusion de ces entités réincarnatives pour arriver à pouvoir dire, bon, ben, je suis. Alors, automatiquement, il est plus évolué physiquement par la génétique physique et il est plus évolué psychologiquement. Son âme est plus évoluée parce que maintenant, il cumule ce qu'il y avait dans les autres. Et lorsqu'on dit que dans le monde des morts, ceux qu'on aimait, on les rejoint et on ne voit plus ceux qu'on n'aimait pas, et ceux qu'on haïssait, on les voit plus. Et pourquoi? Parce que toute l'entité de mon âme, qui est hautement vibratoire, donc du plan de l'affection, alors évidemment, elle se réunit à ceux qui ont le même plan. Donc, tous ceux qu'on aimait, on les rejoint. Et toutes les parties haineuses de ma personne s'en vont, ce que l'homme peut appeler l'enfer ou une phase purgatorielle, s'en vont rejoindre tous ceux qui haïssent, c'est-à-dire qu'on est divisé. Évidemment, l'homme ne souffre plus de rencontrer ceux qu'il n'aimait pas après sa mort, parce qu'effectivement, il ne peut pas les toucher. Donc les cieux, le purgatoire ou l'enfer, là, ne sont pas des lieux géographiques, c'est des états de conscience qui peuvent être célestes ou infernaux. Que des états de conscience, exactement. Et qu'on va vivre surtout après la mort, mais qu'on peut vivre évidemment de notre vivant parce que c'est un état de conscience psychologique. Donc, ou relié à l'âme. C'est des fréquences vibratoires différentes. Exactement. Donc, toutes les fréquences vibratoires. Le supérieur ou l'inférieur, c'est pas au niveau du snobisme, c'est vibratoire. Alors, ce qui va arriver, c'est que lorsque la personne se réincarne, alors je disais dernièrement que lorsqu'on avait un Mozart qui naissait au Japon, un même Mozart qui naissait aux États-Unis, puis un même Mozart qui naissait en Angleterre, chacun jouait comme Mozart à l'âge de 2, 3, 4 ans. C'est normal parce que le nuage Mozart se réincarne dans plusieurs personnes. Mozart ne se réincarne pas dans un individu. Et cette évolution fait que on ne peut pas s'attendre à un moment donné, parce qu'on a passé 4 milliards, parce qu'on a passé, disons, 400 milliards d'individus sur la planète Terre, à devoir avoir 400 milliards de corps physiques pour permettre à toutes les âmes de se réincarner. Ça n'aura aucun sens. Parce que vois-tu, on est déjà 4 milliards, presque 900 millions, et lorsqu'on sera dans les 8 milliards, on approchera du poids, le poids de l'humanité sera presque supérieur au poids de la planète. Ce qui ne se peut pas. On ne peut pas mettre plus de matière sur la planète que la matière qui est déjà sur la planète. Parce que rien ne se crée, rien ne se passe sur la planète Terre. Alors, à un moment donné, on ne peut pas enfanter des enfants
et on aura une humanité qui sera plus pesante que le poids de la Terre, si on pèse l'homme. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir non plus 400 milliards de véhicules physiques pour recevoir 400 milliards d'âmes. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au niveau de la réincarnation. Alors, présentement, la personne qui souffre de plusieurs personnalités, la personne qui souffre de dédoublement de personnalité, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est lorsqu'une personne, a un travail, il est marié avec une femme, il a 3 enfants, et à un moment donné, il se réveille dans sa rue, et là, c'est vrai, il faut qu'il aille voir sa femme. Alors, il s'en va à une autre adresse, il y a une autre femme, il est marié ailleurs, c'est un autre homme. Alors, il peut commettre un meurtre et revenir après. On a d'ailleurs fait le film avec le Dr. Jekyll, je pense, et Mr. Hyde, là, une affaire dans le genre, où on expliquait dans un film d'horreur exactement le mécanisme des deux personnalités, où la personne était un assassin extraordinaire, elle aimait ça, elle massacrait, et de l'autre côté, c'était un savant qui voulait aider l'humanité, c'était le même personnage. Et on a aussi des dédoublements pluralitaires de personnalités. Et le Guinness, je pense, le livre des records, parle à un moment donné d'une personne qui avait 26 ou 32 personnalités différentes, totalement autonomes l'une de l'autre. Alors la personne, évidemment, je ne sais pas si c'était mariée de 32 femmes, là, mais elle avait plusieurs problèmes. Lorsque, chez l'enfant ancien, ces personnalités réincarnatives ne sont pas fusionnées, c'est ce qui arrive, on va souffrir de dédoublement de personnalité. Et si une partie de ces réincarnations pluralitaires se fusionne et une autre partie ne le fait pas, plusieurs mécanismes peuvent à un moment donné se poser. Elle peut évidemment être reléguée, être réduite à néant. Alors, dans un mécanisme d'hypnose où on va essayer de retrouver la réincarnation antérieure de la personne, on peut soudain faire affaire avec ce personnage-là qui habite la personne et qui va commencer à répondre. Et lorsqu'on fait un retour en arrière, dans l'hypnose, par exemple, on va aller rechercher, tiens, vous étiez un tel. On a presque toujours été une personnalité marquante de l'histoire, à travers d'autres personnalités non marquantes, mais à un moment donné, je suis la réincarnation d'un tel qui a été connu. Et c'est normal, parce que les grands connus dynamisent beaucoup plus l'astral collectif et se réincarnent dans plus de monde. Alors, on est tout un peu la réincarnation d'un peu tout le monde. Alors, on ne peut pas chercher ce qui s'est passé dans l'Antiquité pour savoir ce qu'on est présentement. On ne se réincarne pas individuellement. Par contre, la majorité de ceux qui sont ici présentement, sinon la totalité, et je ne dis pas ça pour vous rassurer ou pour vous complimenter, ce n'est pas du tout mon fort, lorsqu'ils vont mourir, ils vont sans doute se réincarner d'une nouvelle façon, d'une façon qui est individuelle. Fortement possible, la réincarnation des personnes qui sont ici présentes, et il y en a plein partout ailleurs aussi, au niveau du Québec, du continent nord-américain et un peu partout ailleurs. La réincarnation va se faire d'une façon individuelle, c'est-à-dire que là, elle ne sera pas mêlée à qui que ce soit. La personne qui va renaître à un moment donné va renaître intégralement dans son individualité. Donc, sa conscience ne sera presque pas altérée par le phénomène de la mortalité. Et l'enfant nouveau a de ça de différent de l'enfant ancien, c'est que ce n'est pas un enfant qui reçoit comme réincarnation différentes personnalités du monde de l'astral. C'est un enfant qui va recevoir une individualité personnalisée, donc presque non déformée, de ce qui s'est passé dans une vie antérieure, si on pourrait dire. Et presque pas déformable aussi, c'est ça le problème. Automatiquement, elle ne peut pas être déformable par ce qui existe déjà, parce qu'elle est déjà égoïsée. Donc, lorsqu'elle apparaît sur le plan planétaire, lorsque l'enfant vient au monde, tu essaies de le colorer, mais il a déjà une personnalité d'adulte, même s'il ne pourra pas l'exprimer instantanément, mais tu ne pourras pas commencer ce n'est pas parce que tu vas te chicaner devant ton enfant pendant ses premières années que tu vas le traumatiser, parce qu'il a déjà connu la chicane familiale et il n'en souffrira pas parce qu'il est déjà prêt à ce genre de choses. Alors l'enfant nouveau qui va apparaître, c'est un enfant que tu ne pourras pas déformer, que tu n'auras pas à éduquer, c'est un enfant adulte c'est un adulte, on pourrait dire, dans un corps de bébé, dans un corps d'enfant, et qui ne pourra pas, et ça pour l'instant c'est tant mieux, agir en adulte dans l'enfant tant que sa programmation physique, neurologique ne sera pas complétée, ce qui va quand même prendre 6, 7, 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12 ans avant que la programmation neurologique, les neurones sont prêtes, mais le contact neurologique va comme on l'a déjà expliqué, va se programmer jusqu'à l'adolescence. Sinon, si à la naissance de l'enfant, la programmation neuronique serait déjà complètement faite, l'enfant d'1 an pourrait parler, l'enfant d'1 an pourrait résoudre des problèmes comme n'importe quel adulte. Et évidemment, l'adulte ancien se suiciderait royalement parce que de passer devant un enfant puis de péter à côté puis de dire l'enfant te regarde puis te parle carrément dans les yeux puis dit sais-tu, tu pourrais aller péter ailleurs puis il y a 3 ans.
Ça, il te remet encore tes couches, puis ça va te dire, bon. Alors, c'est sûr qu'il y aurait un gros problème à ce niveau-là pour l'enfant, pour l'homme ancien. Pour conserver sa particularité, là, son intégrité, il va être obligé de contester le monde ou son environnement autour de lui. Il va le contester. C'est pourquoi que évidemment, les enfants qui naissent présentement n'ont pas le corps physique suffisamment développé pour qu'on puisse transparaître chez eux réellement l'homme réincarné, donc l'enfant nouveau. Mais évidemment, lorsque tu dis à un enfant de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, de ces enfants nouveaux-là, de faire telle chose qui ne leur plaît pas, ben ils tastinent, il n'y a rien à faire, ça leur rend pas un coco, ils veulent pas le faire. C'est normal, ils ne sont pas programmables comme l'enfant ancien était. Alors évidemment, ils vont vouloir dire, oui, mais il faudrait qu'on change de société. Il y a 6 ans, puis il veut changer de société. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas 6 ans dans son individualité, il y a peut-être 75 ans, il y a peut-être 85 ans, il y a peut-être 600 années. Exactement. Alors, il faudra faire attention, comme moi, par exemple, comme on me demande quel âge que j'ai. Alors, physiquement, j'ai 27 ans. Et j'ai déjà répondu ça, évidemment, ça l'avait fait rire certaines personnes correctement, mais disons peut-être qu'on comprend un peu plus, mais il faut faire attention avec l'enfant ancien parce qu'on ne peut pas dire, oui, mais c'est rien qu'un enfant. Physiquement, ce corps physique-là, c'est un corps d'enfant et c'est normal. Parce que avant de penser à l'immortalité, avant de penser à certaines choses, on est mauditement mieux, qu'est-ce que vous en pensez, d'abandonner notre corps qui, à un moment donné, a été complètement démoli par notre vie d'expérience, reprendre un corps neuf, puis là, être suffisamment intelligent et énergisé pour le conserver. Hein? Parce qu'être immortel dans un corps rachitique, un petit peu croche, tout faible et malade, avec un foie gros comme ça, peut être immortel de même, ben, j'aime autant mieux mourir, remettre dans un corps d'un enfant en parfaite santé, puis là, être immortel, je trouve, c'est... Simplement stupide. Un monde d'immortels, de 4 milliards 500 millions d'habitants d'immortels stupides, ça c'est pas intéressant ben, non plus. Non. C'est à tous les niveaux, psychologiques. Ben oui. À un moment donné, on va se dire, pourquoi Robledo est mort? Parce que c'est intelligent qui meurt. Si à un moment donné, on dit, pourquoi tel conférencier, pourquoi telle personne est mort? Il parlait, puis on pensait que, pourquoi qu'il est mort? Parce qu'il est mort, mais il revient. Pourquoi le Nazaréen est mort? Parce qu'il est mort. Il y avait des raisons intelligentes, c'est un corps de lumière, et ça, on reviendra sur ce genre de phénoménalité, de phénomène plus loin à un moment donné, dans des conférences prochaines, quand je reviendrai du Pérou. Mais, à un moment donné, ce corps, si on ne peut pas le régénérer, ce que le PMC, disons, tente de faire, si on ne peut pas le régénérer, parce qu'on l'a trop usé, ben, à un moment donné, on le quitte, et lorsqu'on va revenir, on va avoir un corps nouveau, donc un corps jeune, mais on restera l'homme, la femme qu'on a été, mais évidemment, on aura une psychologie, si l'on peut dire, similaire à une psychologie infantile, c'est-à-dire qu'on aimera jouer, qu'on aimera goûter à la vie, qu'on n'aura pas peur de tout comme l'adulte, parce que le corps de l'enfant, par sa programmation non complétée au niveau neurologique, interdit ce genre de mécanisme. Et plus l'enfant évolue dans une programmation psychologique chez l'enfant ancien, plus il apprend à devenir un adulte, donc c'est normal qu'il ait peur de perdre ça, c'est normal qu'il soit jaloux, c'est normal, il faut que c'est un adulte normal quand même. Bon, tandis que l'enfant nouveau, lui, ça ne pourra pas être programmé. S'il est jaloux, il va être jaloux à l'âge de 5 ans parce qu'il est jaloux chez lui. Il est mort jaloux et il renaît jaloux. Mais ce n'est pas un mécanisme de réincarnation qu'on a connu dans l'Antiquité, même si on en a parlé, on ne l'a pas connu, mais on va le connaître. Alors à un moment donné, il y aura un peu moins d'habitants, mais tout ce qui est âme amifiée sera dans des véhicules, individualisés, et à un moment donné, on assistera à une réincarnation qui sera fusionnelle, c'est-à-dire où 2 individus totalement individualisés vont se réunir et en mourant vont être capables de revivre à un moment donné, mais fusionner en un. Alors on aura donc, on assistera à l'androgénat de l'homme, donc évidemment de la femme, où on n'aura plus non plus de cette sexualité, et on n'aura plus de différents mécanismes comme on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc l'enfant nouveau est un enfant qui naît suite à une réincarnation de l'entité qui a évolué avant, une entité presque complète, non déformée ou à peu près pas déformée, non déformable ou à peu près pas déformable, ce qui va faire que l'enfant nouveau va être un adulte dans le corps d'un enfant et il va être capable de vivre le monde. Lorsque l'on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, on le dira plus, parce que la jeunesse va savoir. Alors, l'enfant vient au monde et il n'aura pas besoin d'attendre 75 ans pour découvrir le plan planétaire, pour commencer à évoluer. Il va venir au monde dans un corps sain, un corps jeune, et si le cadre ne bloque pas trop l'enfant, donc ne frustre pas, ne dynamise pas les énergies de l'enfant à lutter pour se défendre, mais permet à ces énergies-là de constituer l'enfant,
Donc, il faut qu'on reforme évidemment l'éducation complète et la société au complet. C'est-à-dire qu'on va tenter d'imposer nos propres valeurs. Et... Oui. Alors, l'enfant, lui, c'est qu'au lieu de se former dans son intelligence, il va mettre ses énergies à empêcher qu'on le déforme. Contester. Exactement. Alors, si, au lieu de ça, on l'aide à être dans son intelligence, tu penses pas comme moi, pourtant, c'est mon enfant. C'est pas ton enfant, tu lui as donné une partie du véhicule physique que tu avais au niveau de tes cellules, mais c'est un être à part. Alors, c'est normal qu'il pense pas comme toi, c'est normal qu'il ait des idées différentes, c'est normal qu'il vote pour notre parti, c'est normal qu'il prie notre Dieu, il va faire son affaire. Alors ça, il faudra qu'on comprenne. Et si on comprend ça et qu'on permet à l'enfant d'être lui-même, comme on devrait permettre d'ailleurs à n'importe quel enfant ou à n'importe quel adulte d'être lui-même, alors l'enfant, vers l'âge de 7, vers l'âge de 8 ans, vers l'âge de 9 ans, va être un enfant qui va être totalement différent, ça va être un petit Christ. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement au niveau de la perception chez un être avec une conscience ancienne et avec une conscience nouvelle? Comment est-ce qu'il perçoit les choses, les événements, la vie? Qu'est-ce qui change? L'enfant ou l'adulte? Prenons l'enfant. Alors, l'enfant ancien va percevoir à partir de la programmation qu'on va lui donner, c'est-à-dire qu'il va apprendre, de par son éducation ou son élevage, ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Il va apprendre on peut même éduquer, d'ailleurs ça se fait, à éduquer quelqu'un à aimer les bonnes choses de la vie. Alors, la boisson, un peu de vin, c'est une bonne chose de la vie. Je suis entièrement d'accord avec moi. Et on va déformer. Alors, la cigarette, à un moment donné, on a souvent éduqué le jeune qu'il était adulte lorsqu'il avait une cigarette, même si au début, c'est tout fait. Alors, on le formait, on l'éduquait à aimer quelque chose qui, d'instinct, physiquement, était rejeté. Alors, donc, dans l'enfant ancien, c'est qu'il va découvrir le monde comme on va le lui avoir fait découvrir. Tandis que l'enfant nouveau, lui, connaît le monde à la naissance, mais ne s'en souvient pas. Par contre, il a suffisamment de mécanismes en lui pour ne pas être redéformé. Donc, il va lutter. Si on l'oblige à se déformer, il va lutter. Et si on lui permet de vivre, donc on lui donne tout ce qu'il... Tu sais, tu achètes un ordinateur à l'âge de 4 ans. Tu n'attends pas qu'il est capable de jouer avec ça. Alors, tu lui donnes ce qu'il faut, puis il va faire évidemment des choses qui vont être incomprises par le mancien. Pourquoi? Parce qu'il est en avance sur le mancien. Alors, on va dire, oui, mais c'est normal avec l'expérience. Là, il y a 85 ans, c'est normal que tu fasses telle chose, mais pas ton enfant de 7, 8, 9, 10 ans. On comprendra pas. L'enfant nouveau va percevoir tout différemment, c'est-à-dire qu'il va, évidemment, il ne sera pas plus évolué parce qu'il est mort et il revient. Il va avoir l'expérience de sa vie individuelle antérieure. Il va donc savoir déjà ce qu'est la souffrance. Il va donc déjà savoir connaître les mécanismes de souffrance et il va faire attention. D'instinct chez lui, il va se dire « Je suis reparti en neuf ». C'est inconscient dans le début, mais disons que ça, c'est ce qui va se passer. Je suis totalement reparti en neuf. Alors, tout ce que j'ai souffert dans mon autre vie, je recommence pas. Aujourd'hui, qui peut repartir en neuf? Bon, essaye d'oublier ta femme, essaye d'oublier ton mari, ou essaye d'oublier ta faillite personnelle, ou essaye de, tu sais, je repars en neuf. Qui peut arracher une peau complète, la mettre aux poubelles, et repartir en neuf? Ils sont rares. Ceux-là ont une mutation complète et totale, fusionnent, c'est-à-dire que ce sont des exceptions. Cela se fait. Sauf que la majorité devront passer par le processus de la mortalité. Donc, le fruit devra pourrir, pour pouvoir donner naissance à un arbre nouveau, qui sera en santé. Et donc, la majorité devront passer par le processus de la mortalité, non pas se suicider, parce que s'ils se suicident, ils relient une évolution qui est collective encore, c'est tout à fait anti-évolutif, le fait de se suicider. Mais à un moment donné, ils vont mourir, la majorité, et ils vont renaître dans un corps où ils pourront dire que là, tout est nouveau. Le corps, le contexte, le milieu, tout le monde m'a oublié pendant que moi, je m'amuse avec mon suçon. On pense encore à moi autour de ma tombe. Alors, ce qui fait que tout est réellement neuf. Et là, l'enfant va donc vivre le monde différemment de l'enfant ancien qui ignore même le processus de la programmation. Lui va revivre le monde et d'instinct, donc d'affinité mémorielle. Il ne recommencera pas à vivre les mêmes déboires que l'homme ancien parce qu'il connaît les mécanismes qui régissent la souffrance reliés à ce genre de vécu. Alors, automatiquement, il sera presque libéré de ces mécanismes. Maintenant, évidemment, il peut retomber dans le panneau, mais il sera presque libéré. Ça veut donc dire qu'il va être plus à l'écoute de son propre esprit plutôt que de faire référence aux valeurs de la société, aux traditions. À 5 ans, tu vas comprendre que tu comprends plus que tous les adultes qui te regardent. C'est ce que l'enfant nouveau va faire. Alors, évidemment, il ne peut pas faire référence à ceux qui ne comprennent pas. Il va plus
de plus en plus avoir tendance à vouloir dire « Oh, mais ça, c'est désarguéré. » Faut pas comprendre. Mais connais-tu des enfants comme ça actuellement? Oui, j'en connais. En as-tu approché? Oui. As-tu approché leurs parents aussi? J'ai approché, j'ai même touché. Oui, mais je veux dire, est-ce que tu as pu percevoir chez les parents les difficultés qu'il pouvait y avoir? Bon, alors, premièrement, si on regarde... Des exemples très simples. Ben, des exemples simples, par exemple. Alors, il y a mon frère. Alors, évidemment, d'ailleurs, il y a moi aussi. Mes parents... Mais toi, tu n'es déjà plus un enfant. Non, mais il y a mon frère quand même, que j'ai pu voir évoluer comme enfant nouveau, qui comprenait tout bien avant tout le monde. D'ailleurs, moi, lui, il avait disons, 14 ans, et les meilleures discussions que j'avais au niveau du plan de l'évolution planétaire, c'était avec lui. Au niveau de science, au niveau d'astrophysique, c'était avec lui. Au niveau de n'importe quoi, c'était avec lui. Et son gros problème, évidemment, c'est que les professeurs à l'école n'aiment pas que lui leur explique ce que les autres comprennent pas. Alors, allant à l'école, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle un hyper-doué, mais non pas seulement dans un domaine, là, réellement dans tout. Il comprend même les problèmes du prof au niveau psychologique, alors ce qui fait qu'il est capable d'accepter que le prof comprenne pas ce qui se passe chez lui. Il est capable de vivre convenablement, mais il s'ennuie à mort de vivre là. Quel âge il a, là, aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 18 ans. Mais il a 18 ans et le premier ordinateur que moi je lui avais acheté parce qu'il en voulait un, alors il l'a tripoté, il a rajouté un paquet d'affaires, des choses que ça ne sent même pas sur le marché. Puis alors comment qu'un enfant peut arriver en achetant un livre que tout le monde a sur le marché avec le même ordinateur, arriver à trouver comment faire des pokes, c'est-à-dire comment donner des adresses à l'ordinateur pour allumer des lumières, pour commander certaines choses, un ordinateur qui n'est pas conçu pour le faire. Il ne connaît pas l'électronique, il ne connaît rien, mais en fin de compte, il finouille, il tripote, il fouille. Il ne brûle les deux, remarque bien, l'ordinateur. Mais il a un esprit inventif, là, ingénieux. Oui, il doit le faire et il le fait. Par contre, mon frère, comme d'autres enfants nouveaux, ont aussi autre chose. Ils adorent faire du sport, ils comprennent l'intelligence, la santé physique, ils adorent la nature, ils comprennent l'intelligence de différentes choses, mais ils ne comprennent pas nécessairement tout. D'ailleurs, j'ai fait une conférence sur ce mécanisme qui était sur les chocs. Alors, je me rappelle plus exactement du titre, là, mais le mot choc est dans le titre. Je me rappelle plus du titre exactement. Les états de choc, exactement, oui, c'est ça. Merci. C'est bon, n'est-ce pas, d'avoir du monde qui suit là régulièrement, oui, qui est au courant. Ou qui lisent la liste de cassettes souvent sans en acheter, mais ils connaissent par cœur. Bon, les états de choc. Alors, on parlait justement de ce mécanisme chez l'enfant nouveau qui comprendrait presque tout, mais pas assez, donc il vivrait des problèmes de choc. Alors donc, d'enfants nouveaux, il y a ça, par exemple. Et un autre enfant nouveau que tu connais bien aussi, il y a ton jeune fils, qui est extrêmement traumatisant, qui est terrible, qui est réellement à battre. C'est pas toi qui l'élève, hein? Non, mais je te vois la face, par exemple, quand il est là. Et puis, c'est un enfant qui... C'est pour ça que je parlais de contestation, parce qu'il conteste tout. Mais évidemment, parce qu'il a son opinion. Même s'il est encore en couche, il a son opinion. Alors, évidemment, il conteste tout. Parce que papa, il va découvrir que c'est un être de chair et d'os vers l'âge de 3 ans, 4 ans. Tandis que l'enfant ancien va découvrir que son père n'est pas Dieu vers l'âge de quoi? 13, 12, 13, 14. Mais maintenant, aujourd'hui, évidemment, c'est de plus en plus précoce. Mais c'est... Dans l'Antiquité, d'ailleurs, un peu dans le passé, c'était le plus grand choc chez l'enfant, c'est de découvrir que ses parents étaient des hommes, des femmes de chair et d'os. Et là, c'est que l'enfant le découvre plus jeune. Alors, tu peux pas le berner, tu peux pas, il conteste tout. Et justement, il a une phase de contestation et il va se plaire à contester parce que l'enfant nouveau regarde le tien. Quel âge il a? 3 ans. Bon, moi, je le connais que vibratoirement parce que je l'ai vu 2 ou 3 fois, mais je le connais. Et je sais qu'il va se complaire à manipuler les autres. À manipuler les parents comme ses frères et sœurs. Il va prendre un plaisir fou à les manipuler et on va dire, oui, mais c'est un enfant qui aime faire du mal. Non. Parce qu'il connaît maintenant la manipulation et il s'est tellement fait berner avec. C'est-à-dire qu'il teste continuellement le monde des adultes. Il les teste. Et il les manipule, il les teste. Oui, en testant, il voit les réactions. Il apprend. Mais il n'est pas satanique, il n'est pas un enfant qui veut faire le mal. Merci, il est un enfant c'est gentil qui explore. de le préciser, merci. Oui, c'est parce que pour éviter qu'il y ait les fesses qui enflent à un moment donné. Quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, il pourrait te donner du crédit, là. Oui, lui d'ailleurs aimerait bien m'entendre. Mais c'est ça. Alors, il va contester, il va manipuler, mais c'est parce qu'il apprend. Et si un jour il rencontre quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, quelqu'un, c'est difficile pour le parent, parce qu'il y a quand même le contact affectif de l'homme ancien, quand même. Quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler va avoir un respect immédiat aussi. Et ça, c'est l'apanage de l'enfant nouveau. Alors, une première question ici à Daniel Kemp, elle est formulée de la façon suivante. Pour cet enfant nouveau, l'éducation devra être complètement réformée. Serons-nous, nous hommes anciens, à la hauteur? Nous devrons nous éduquer d'abord nous-mêmes. Comment ferons-nous?
Bon, pour nous éduquer nous-mêmes, il n'y a pas de problème parce que les enfants vont s'en charger. Ça va être déjà une bonne chose. Il va falloir, premièrement, puis c'est d'ailleurs, on n'a pas le choix non plus, le travail sur l'enfant nouveau, on doit le faire sur l'homme, sur la femme. Alors, on doit éduquer les éducateurs, évidemment, avant d'éduquer ceux qui seraient plus jeunes. Première chose que l'homme doit faire, et c'est une chose que vous devez faire, que toute l'humanité devrait faire de toute façon, mais disons que l'humanité n'arrivera pas à le faire tout de suite. On a encore plusieurs centaines d'années avant que tout le monde soit sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Mais lorsqu'on se parle, lorsqu'on communique ensemble, on doit être capable de parler. Disons qu'il y a une vieille expression qui dit d'homme à homme, ou de femme à femme, ou d'homme à femme, mais de mental à mental. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se parler sans nécessairement impliquer notre émotivité, sans impliquer notre protection égoïque, sans impliquer notre orgueil, sans impliquer tout le paquet de schémas, de l'image qu'on a de nous et l'image qu'on aimerait que l'autre ait de nous autres. Cela veut dire que si à un moment donné, vous me posez une question et que moi je vous réponds, si vous impliquez votre émotion, vous pouvez dire « Non, il m'a répondu, mais il est bien bête. » Je suis pas bête. Vous êtes bête. Si vous avez cette impression-là. Lorsqu'on parle à un enfant nouveau, lorsqu'on s'adresse à un enfant nouveau, on parle de l'éducation, on parle de quelle attitude avoir, ben c'est le même phénomène. Si on veut essayer de jouer l'enfant, donc d'avoir l'enfant, de manipuler l'enfant, en essayant de l'éduquer par le contexte émotif, ça ne fonctionnera pas. L'homme qui essaie ça va souffrir. Parce que si tu essaies à un moment donné, d'acheter l'enfant nouveau par le contexte émotif, par du gâteau, par des ci, par des ça, par des plaisirs émotifs, vous allez l'instruire de ce mécanisme de manipulation et lui, non seulement n'attachera pas d'importance, c'est-à-dire qu'il ne se laissera pas embarquer dans votre jeu, mais il va être capable de le retourner sur vous autres, puis vous autres, vous allez embarquer en maudit. Alors, l'enfant nouveau est un enfant qui peut facilement vous faire croire qu'il est beau. Vous allez embarquer dans son jeu, vous allez vous laisser pogner par lui. C'est une affaire, en tout cas, il peut manipuler l'homme d'une façon et la femme, évidemment, d'une façon absolument écœurante. Il va manipuler que celui qui se laisse manipuler, donc automatiquement, il va instruire l'homme. On a eu longtemps des manipulations, d'ailleurs on en a encore, des manipulations qui sont d'ordre psychologique, d'ordre astral, d'ordre collectif. Donc, qui arrivent à l'insu de l'homme, à l'insu de la femme, à l'insu de l'enfant. Lorsque celui-ci rencontre un maître dans l'astral, lorsque celui-ci rencontre un maître dans sa tête, lorsqu'il prend contact avec un maître, avec une farce monumentale, lorsqu'il rencontre ce maître, lorsqu'il parle avec ce maître, il se fait manipuler, et c'est un viol psychologique, il se fait manipuler par ce maître, et il ne le sait pas. Alors, à un moment donné, l'homme va se faire manipuler, l'homme va découvrir la manipulation dans un corps de chair, dans l'enfant nouveau. Alors, il va apprendre, veut pas, à fonctionner avec la manipulation, donc à fonctionner en se désassujettissant de tout ce qui est manipuleur. Alors, que ce soit au niveau du plan psychologique, au niveau des plans astraux, au niveau des mondes parallèles, au niveau de quelle que soit la forme de manipulation, l'homme va apprendre dans le textuel, dans l'incarné, dans le vivant, avec l'enfant nouveau. Donc, l'enfant nouveau va s'occuper d'instruire l'homme pour que l'homme puisse bâtir un cadre évolutif, un cadre d'évolution, un écosystème d'évolution qui va être adapté à l'enfant nouveau. Et sachez bien qu'au fur et à mesure que l'homme va devoir vivre une relation avec l'enfant nouveau, l'homme va apprendre. Et l'homme va être de plus en plus libéré, l'homme va être de mieux en mieux, comme l'enfant nouveau va être de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que de parler de mental à mental? Ça veut simplement dire que si à un moment donné, comme j'expliquais à Roger Drolet à un moment donné, c'est que si tu as une tache de moutarde sur ta moustache, ben moi je te le dis. Puis toi, ça te dit, ah oui, bon, ben tu l'autres. C'est réglé. On continue. Alors, si je suis dans une pièce et que je jase avec quelqu'un et que l'enfant nouveau rentre, je vais lui dire, je suis en train de jaser avec, j'aimerais mieux qu'on jase tout seul. Fait que peux-tu nous laisser en paix? L'enfant nouveau s'en va. Il est pas frustré, il est pas insulté, il est pas quoi que ce soit, il s'en va. Mais la journée où ce que lui va te dire, moi je parle tout seul ou je vais être tout seul, peux-tu t'en aller? Toi, tu vas commencer à dire, mais pourquoi, non, j'aimerais juste jaser un petit peu. Lui te répond, non, mais là, j'en vais la paix, je vais pas jaser. Mais voyons donc, si vous faites ça, la journée que vous allez vouloir jaser puis qu'il va rentrer lui, ça n'ira plus. C'est donc un danger d'être émotif et d'essayer d'embarquer l'enfant nouveau par notre émotion.
Moi, ça m'insulterait si on me dirait de m'en aller, que je suis trop. Alors, si l'enfant nouveau me le dit, je vais m'arranger pour rester. Mais la journée que moi, je vais vouloir qu'il s'en aille, je vais devoir lui dire, va-t'en, j'aimerais changer tout ça, je te verrai après. Lui va commencer à jouer le jeu que je lui ai enseigné, celui de l'illusion, celui du mensonge, celui de la manipulation. Puis là, moi, je vais devoir lui expliquer, puis rentrer dans un paquet de mécanismes, comme on est obligé de le faire présentement, pour faire comprendre, parce que si l'autre comprend pas, ben ça marche pas. Puis si moi, je suis pas sûr qu'il a compris, ben je me sens mal. Alors, tout à l'heure, j'étais dans une salle en train de jaser avec quelqu'un, et on a une personne qui rentre, une personne qui fait le PMC, et la connaissant, ben je lui ai dit, on est en train de jaser. Alors, j'espère que vous n'avez pas monté votre campement ici. Non, il n'y a pas de fait, ils sont sortis, puis ils sont en allée. Puis je me demande pas s'ils ont été frustrés, parce que je sais qu'ils n'ont pas été frustrés. Puis s'ils l'auraient été, tant pis pour eux autres, c'est deux affaires. Mais j'étais sûr qu'ils ne l'étaient pas. Et j'ai pas besoin de passer par 56 000 explications, et ça, vous devez en arriver à ce point-là immédiatement. De cette façon, vous ne souffrirez pas avec les enfants, puis on va cesser d'emmerder les enfants. Quand on parle de simplicité, c'est quoi la simplicité? Ben la simplicité, c'est ça. Un matin, je me lève, ça me tente pas de parler. Alors, tout le monde veut me faire parler pour que je leur explique pourquoi ça me tente pas de parler. Mais vous avez déjà vécu ça. Jusqu'à temps que vous tapez ou que vous vous mettez en colère ou que quelque chose se passe. Pour leur faire comprendre que vous voulez la paix. Alors, pourquoi qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, non, parle-moi pas, pour l'instant, là, j'envoie la paix. Tu sais, pourquoi qu'on ne peut pas? J'expliquais à un moment donné que lorsque l'enfant est malade physiquement, il a le droit de pas aller à l'école. Mais lorsque psychologiquement, ça ne tente pas d'aller à l'école parce que ça va pas, il n'a pas le droit. Seul l'adulte a le droit à prendre une journée de maladie en comptant une menterie. Comme ben là, j'ai la grippe aujourd'hui, là, je rentrerai pas travailler. Parfait, clic. Tu es content pour avoir un film. Mais ça, l'enfant n'a pas le droit de faire ça. Juste l'adulte a le droit de le faire. Mais ça, il faut que ça change, parce que l'enfant va se l'autoriser, ce droit-là. Mais si on éduque l'enfant d'une façon malsaine, c'est-à-dire que si l'enfant, on lui explique jamais l'intelligence d'apprendre des choses, ben, il va vouloir ne pas aller à l'école jamais. Même affaire que pour vous autres. Si on ne vous paye pas, parce que qu'est-ce qui fait que c'est intelligent pour vous autres de travailler? C'est le salaire. Hein? C'est pour ça qu'on fait des grèves régulières, c'est le salaire. Ça a l'air de rien, mais c'est ça. Bon. Alors, si à un moment donné, on ne vous donne pas de salaire, vous regardez simplement ceci. Vous gagnez 15 000 par année. Alors moi, je fais un deal avec vous autres, je vous paye cash au début de l'année. Et vous devez travailler l'année pour moi, mais je ne paye plus. Je vous ai payé pareil. Alors, tout le monde bien emballé. Mais après 6 mois de travail sans être payé, puis que le 15 000 est dépensé, là, vous ne voudrez plus travailler. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas compris l'intelligence du travail. Et présentement, la seule motivation du travail pour la grande majorité, c'est le salaire. Alors l'enfant, son salaire à l'école, on lui dit, mais quand tu vas être plus vieux, imaginez-vous, parle à un enfant, puis on veut qu'il soit plus vieux. Bon. Hein? Alors, vous savez ce que c'est quand il pleut? Quand c'est plus vieux, le moral est bas. Mais c'est ça. Quand on dit ça à un enfant, le moral tombe aussi. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'enfant n'a pas de salaire, et en plus, on ne l'instruit pas de l'intelligence de s'instruire. L'enfant ne sait pas pourquoi il doit apprendre. Il sait pourquoi il veut jouer, mais pas pourquoi il veut apprendre. Alors, évidemment, c'est sûr que si on n'éduque pas l'enfant, lorsque l'enfant va décider qu'il prend un congé psychologique aujourd'hui, il va en prendre à l'année longue. Comme vous feriez pour le travail, s'il n'y avait pas le salaire au bout. Alors, il faut bien comprendre que l'enfant nouveau, c'est un enfant adulte. Et ce que vous aimez, ce que vous vivez, ce que vous voulez, il fait. Il veut, il sent, il vit. Même s'il est jeune. Qu'il ait 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'il ait 11 ans, 10 ans, qu'il ait 7 ans, 8 ans, 6 ans. Ça ne dérange pas, il fait. Alors, on doit commencer par essayer d'éliminer toute la grosse farce sociale que l'homme appelle la politesse, que l'homme appelle la diplomatie. C'est nécessaire, sachez bien que c'est nécessaire, entre ceux qui ne comprennent pas et ceux qui comprennent. Alors moi, je suis diplomate. Je suis hypocrite. Avec tous ceux qui ne comprennent pas. Alors, si une personne serait rentrée tout à l'heure dans la salle, ben, j'aurais essayé de lui faire comprendre par un paquet de facéties de singes que j'aimerais bien qu'elle s'en aide et qu'elle nous laisse en paix. De façon à ne pas frustrer son ego, à ne pas perturber l'harmonie chez elle parce qu'elle n'est pas capable de la tenir, son harmonie. Son harmonie, sa paix intérieure dépend de ce que je vais lui dire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Votre paix intérieure dépend plus souvent de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est une lacune qui vaut 0. Parce que l'extérieur n'est pas sous votre contrôle, donc votre paix intérieure n'est pas sous votre contrôle.
Alors, la personne qui est rentrée, si je ne la connais pas ou si je ne peux pas la connaître vibratoirement parce qu'elle n'a pas encore commencé à parler, si je veux la mettre dehors, ben je vais faire un paquet de choses. Et si c'est une personne à qui on peut s'adresser mental à mental, donc d'adulte, d'humain à humain, d'humain debout à humain debout, je lui dis. Et elle s'en va. Et ça, on doit travailler comme ça entre nous. Et vous allez voir tout le temps et l'énergie perdue dans des facéties de singes, d'hommes anciens. Et parce que sachez bien que la politesse, quand elle disparaît de votre mode de vie, pourquoi faut qu'on éduque un enfant à être poli? Pourquoi faut-il qu'on déforme l'enfant pour qu'il plaise à notre morale sociale? Pourquoi faut déformer? Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas d'instruction, l'enfant n'a pas encore, et l'adulte ne l'a pas non plus, donc il ne peut pas lui en parler, la connaissance de l'intelligence de la relation humaine. Alors moi, si je sais vivre, je n'ai pas besoin qu'on me montre à être poli. Et le savoir-vivre qui est enseigné est une farce. C'est une déformation, une dénaturation d'un individu, d'un enfant ou d'un adulte, pour essayer de faire en sorte qu'il va marcher comme un robot. Et quand on dit que l'homme nouveau va être robotique, et ceux qui en ont des enfants nouveaux vont regarder son robotique. Vous allez voir, vous êtes pas mal plus qu'eux autres. Alors, au lieu d'être déformé pour apprendre à savoir vivre, pour apprendre à être poli, pour apprendre à saluer monsieur le curé, pour apprendre à ôter mon chapeau quand je rencontre telle personne, pour apprendre que si je rentre dans telle église ou dans tel endroit, l'homme doit se dévêtir puis pas la femme, pour apprendre un paquet de farces qui, comme telles, n'ont pas de valeur. Au lieu d'éduquer l'être, l'enfant, à vivre, on l'éduque à dévivre. On l'éduque à se camoufler. Alors, c'est bien plus important qu'il apprenne à manger avec un ustensile qu'il apprenne à comprendre ce qu'il fait là. C'est bien plus important qu'il apprenne à pas péter en public, qu'il apprenne à comprendre, encore une fois, comment il vit, quelles sont ses souffrances, comment connaître le monde, comment se bâtir. Qu'est-ce qui est important dans notre éducation? Tout ce qui ne l'est pas. Puis qu'est-ce qui n'est pas important? Ben, ce qu'il serait. Apprendre à vivre. L'enfant, il sait vivre, il vit. Alors, lui peut nous instruire de ce que c'est la vie. Nous autres, on doit par contre l'instruire des limites sociales. C'est important, parce que l'enfant ne connaît pas les limites sociales, mais il connaît la vie. Nous autres, on connaît les limites sociales, on ne connaît plus la vie. Alors, je dois dire à l'enfant qu'il y a certaines choses à certaines places qui ne se font pas. Qu'il y a des limites de vitesse sur la route, parce que il y a beaucoup de monde. Là, j'explique pas ça à un enfant de 12 ans, ça, il comprend tout ça. C'est un enfant de 4 ans. Bon, l'enfant nouveau. J'explique les limites sociales, les lois. Je peux aussi lui faire comprendre que certains individus sont dangereux de par le fait qu'ils ne comprennent pas leur expression, qu'ils ne comprennent pas la manipulation auquel ils sont soumis, qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Donc, je dois instruire l'enfant que le monde n'est pas nécessairement comme le milieu qui l'entoure. Mais pas lui faire peur. Je l'amène d'un taudis. Je l'amène voir des clochards. Il faut qu'il découvre le monde, il faut qu'il apprenne tout de suite. C'est ça, apprendre à vivre. Il faut qu'il apprenne tout de suite comment c'est le monde. Mais lui va me montrer comment vivre. Mais c'est pas ça qu'on fait dans nos sociétés. La société c'est une cage. Puis on veut montrer à l'enfant, regarder à travers les barreaux de façon à ce qu'il puisse pas voir les barreaux. Et ça, on appelle ça l'éducation sociale. Ce qu'on fait. Alors, t'es bien dans la société, t'es bien. Même si t'es pas bien, t'es bien. Alors, si t'as l'affaire que tu veux faire puis que tu peux pas le faire, pose pas de questions, fais-le pas. Sinon, t'as une amende, sinon il y a ci, sinon il y a ça. L'enfant nouveau va instruire l'adulte ancien comment vivre, mais ça va être souffrant pour l'adulte ancien parce que non seulement vous ne savez pas vivre pour la grande majorité, l'adulte ne sait pas vivre, non seulement il ne sait pas vivre, mais en plus, il ne tient pas à apprendre à vivre parce qu'égoïquement, il aurait l'impression que pendant 30 ans, 40 ans, il a été imbécile. Alors, quand c'est un enfant qui vient te l'enseigner, c'est encore bien plus dur. Je connais une personne, présentement, sa fille, elle souffre d'anorexie mentale, et c'est pas un caractère d'enfant nouveau, c'est un caractère d'enfant ancien. Elle peut être extrêmement intelligente quand même, puis elle peut arriver à devenir un homme ou une femme nouvelle à un moment donné, mais pour l'instant, elle souffre d'anorexie mentale. Alors, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'elle n'a pas faim, elle ne veut pas manger. Alors, elle maigrit jusqu'à temps qu'elle meurt, puis elle est bien convaincue qu'elle est correcte. Alors, elle pèse 20 livres et elle est convaincue qu'elle est grosse. Alors, donc, elle souffre d'anorexie mentale. Et ce père a tenté de suggérer au psychiatre une solution pour sa fille. Depuis ce temps-là, le psychiatre ne parle plus. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec l'adulte par rapport à son enfant ou aux enfants.
la majorité, pas tous, ça change, la majorité des médecins, lorsque vous leur dites ce que vous avez ou lorsque vous leur suggérez quelque chose, c'est réglé. Moi, j'avais 16 ans, à un moment donné, je souffrais d'une otite. Évidemment, il ne faut pas être sorcier pour savoir que j'avais une otite. J'avais tous les symptômes de l'otite, tu regardes dans le dictionnaire médical, ça confirme. Alors, je vais voir un médecin pour qu'il me prescrive des antibiotiques. Alors, je rentre dans la clinique et le médecin me demande, bon, qu'est-ce que t'as? Il me demande qu'est-ce que j'ai. Ah, ben j'ai dit j'ai une otite. J'aurais besoin de pénicilline. Là, il me regarde ben raide. Qui c'est qui t'a dit que t'avais une otite? Fait que là, j'ai dit, j'ai vu une infirmière avant, puis elle m'a dit que j'avais une otite. Ah. Parce que moi, il n'était pas question, je dis qu'est-ce que j'avais. Lui, il savait. Lui, pas moi. Ah, il a tout observé au complet, puis après ça, il m'a affirmé solennellement que j'avais une otite. Bon. Ah, il m'a prescrit de la pénicilline. Et puis, je me suis en allé. Alors, de mental à mental, vous savez, t'as une otite, parfait. Moi, vérifier quand même si moi fait prescription. Moi, vérifier, ben oui, t'as raison, t'as une otite, parfait. Prescription, va-t'en. Pas ça. Il a fallu qu'il check la pression, qu'il check le cœur, qu'il check les orteils, tout. Pour pouvoir dire que j'avais une otite, fallait que lui le dise. Ils sont pas tous comme ça, les médecins, mais ils sont souvent comme ça. Ils n'acceptent pas qu'un inférieur sache. Et l'adulte, la majorité des adultes, c'est ce qu'ils vivent avec leurs enfants. Ils n'acceptent pas que l'inférieur sache. Alors que l'inférieur n'est pas inférieur. Mais dans notre conception, c'est souvent ce qui arrive. Alors, si on regarde l'enfant nouveau, comment se transformer pour vivre avec les enfants nouveaux, ben ça va être extrêmement bon pour l'homme, souffrant pour l'enfant parce qu'il va se faire aplatir, puis écraser, puis déformer, puis démolir complètement par l'homme ancien qui va résister. Ça va durer quelques 5 à 10 ans. Et évidemment, les enfants qui auront l'avantage de vivre dans une famille, disons, nouvelle ou en transition, ce sera plus facile pour eux autres et on aura du monde réellement heureux. Alors, il faut bien comprendre que l'éducation de l'homme, si on fait juste commencer dans la relation que nous avons avec le monde, à essayer d'être ce que nous sommes et arrêter d'expliquer pourquoi nous le sommes, on va sauver 3/4 de ce qu'on a à dire. Puis avec l'enfant nouveau, on va avoir une relation de respect réel, ce qui est beaucoup plus que l'amitié. Alors, il y a une grande question ici. Alors, il est dit, seriez-vous assez bon de me donner un renseignement, lequel pourrait très certainement me renseigner, alors ça va de soi, et par conséquent me rendre un grand service. Pourriez-vous me dire, concernant l'évolution, et face à l'être qui aura été très méchant sur la terre dans sa première vie, ce qu'il adviendra de lui? Ne faudra-t-il pas qu'il paye un peu pour ses fautes si on le compare au bon? Et son évolution dans sa deuxième vie suivante, ce que vous nous dites, Monsieur Kemp, il ne pourrait retomber dans les mêmes fautes à cause de son évolution. À ce compte-là, où se trouverait sa punition? Bon, alors évidemment, on parle... Cette question ici, elle est posée... C'est une personne qui est extrêmement... Et là, je parle à cette personne et j'espère simplement, disons j'espère, je m'en fous, mais enfin j'espère, que la personne va être capable, mental à mental, de pouvoir communiquer avec moi. Alors, si c'est son ego qui va avoir la réponse, l'ego va être frustré. Si c'est sa personne réelle qui va avoir la réponse, ben évidemment, là, elle va sans doute comprendre certaines choses, qui va sans doute l'aider. Alors, évidemment, elle est extrêmement stéréotypée par le simple fait qu'elle écrit la date sur la question, qu'elle écrit Monsieur Daniel Kemp, alors j'ai pas besoin du monsieur ou etc. D'ailleurs, Daniel, c'est suffisant. Elle répète en dessous monsieur. Il y a plusieurs répétitions. Alors, il faut juste faire attention que la personne, elle s'excuse un peu. Alors, elle est très laborieuse au niveau de sa question. Je vous remercie, un client. Donc, elle a déjà, elle précise qu'elle est un client pour faire une démarcation. C'est évident que c'est un client, ça, c'est évident. On n'a même pas besoin de le dire. C'est quand même pas un disciple, parce que les disciples qui me suivent, ils vivent pas vieux. Bon. Alors, c'est pas un disciple certain. Et elle espère que la personne qui a fait du mal va être punie. Et c'est l'expression totale d'une personne qui fait le mal. Et parce qu'elle est convaincue qu'elle est dans un cadre de bien, elle espère qu'elle va pouvoir jouir de voir ceux qui font pas le bien souffrir. C'est ça, en compte. On est ici.
Alors, pourriez-vous me dire concernant, tu sais, ça se peut pas, elle ne peut pas arriver, il va falloir qu'elle paye, il va falloir qu'elle a fait le mal, il va falloir qu'elle paye pour, elle peut pas se réincarner puis dans un enfant tout beau, tout joli, puis y aller, parce que sinon, pourquoi faire le bien, pourquoi ne pas faire le mal? Alors, évidemment, sachez bien que c'est pas la psychologie de l'homme qui règle l'évolution. Pourquoi faudrait qu'une personne paye? Prenons l'enfant, pourquoi lorsqu'un enfant commet une bévue et qu'il comprend? Pourquoi il faut quand même qu'il paye? Ça, il ne comprendra pas longtemps. L'intelligence de l'éducation que les parents vont lui servir. Alors, l'enfant nouveau, s'il commet une bévue royale, il a foutu le feu à la maison, puis qu'il comprend, puis que tu sais qu'il comprend, mais donne-lui pas de volant en plus, parce que là, il ne comprendra pas. Là, il va savoir que toi, tu n'es vraiment pas trop stable. Parce qu'il comprend. Quand vous comprenez de quoi, faut-tu qu'on vous punisse pareil? Faut pas. Ça sert à rien, c'est ridicule, c'est imbécile, c'est pas enfantin parce que les enfants sont plus brillants que ça. C'est tout à fait adulte. Alors, c'est la même chose ici. Lorsqu'une personne, sachez bien qu'une personne qui, et quand on parle de faire le mal, disons que la personne va totalement en inharmonie avec sa propre énergie. Alors, toi, tu pourrais peut-être dire tout le monde fait le mal. Vu que tout le monde est en inharmonie avec son énergie. Mais lorsqu'une personne est en inharmonie avec même le cadre dans lequel elle vit, alors lorsqu'une personne est en... Sachez simplement ceci, que ce n'est pas à l'homme de juger si quelqu'un fait le bien ou le mal, parce que l'homme ne sait même pas ce que c'est le bien ou le mal. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Il y a quand vous rentrez dans un mur, est-ce que vous faites le bien ou le mal? Mais votre corps physique, lui, il se pose même pas en question, il souffre. Et ce mécanisme s'appelle, en ésotérisme, la loi du karma, la loi d'action-réaction. Pas question de bien ou de mal, les questions d'action-réaction. Si le mur est en papier comme au Japon, vous passez à travers, puis il n'y a rien là. Si la femme de ménage passe, elle voit le trou, puis elle est plus forte que vous, ben il y a action-réaction, vous allez payer pour. Mais il n'y a pas de bien ou de mal qui se fait réellement. Ça dépend du contexte, ça dépend de où ce que vous êtes, puis ça dépend des cadres autour. Quand Krishnamurti a dit, parce qu'on lui demandait, et je le cite parce que c'est le premier qui a amené cette réponse évidente dans le plan planétaire, qui n'a pas été compris parce qu'elle était évidente. Monsieur Murti, que pensez-vous de la guerre? Et lui répond simplement, lorsqu'un individu dans une société tue, c'est un meurtre, on le met en prison. Et parce qu'un meurtre est commis par tout le monde, c'est permis. La guerre, c'est un meurtre collectif, hein? Tout le monde va tuer, c'est faire le bien. Et même certaines religions, et même toutes les religions, disent qu'ils sont d'accord. Même que Dieu a des armées pour tuer dans d'autres religions. Alors on peut se permettre, si tout le monde est d'accord, de tuer l'ennemi. Mais si moi, t'es mon ennemi, puis je te tue, non. Vu que je n'étais pas l'ennemi de la collectivité, c'est plus pareil. Le bien puis le mal, oh, checker ça en maudit. Parce que celui qui veut faire le bien le fait mal, puis celui qui veut faire le mal, ben il fait bien. De toute manière, c'est le mal qui en ressort. Hein? Ça, on le sait. Alors, on ne peut pas prendre quelqu'un, puis par rapport à nos concepts de ce que c'est le bien, comme l'éducation des enfants. On les éduque à partir de ce qu'on pense qui est bien. Puis on l'éduque mal. Puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'on a cet enfant-là comme résultat. Ça fait normal. Hein? Il y a un peu lui, puis un peu toute la déformation qu'on lui a donnée. Ça peut pas être correct. Alors, de vouloir une personne qui est en désharmonie totale avec son plan de vie, avec ce qui se passe autour, elle ne peut pas se réincarner individuellement dans un être humain qui va évoluer. Elle va revenir avec une multitude de réincarnations dans un corps qui va être encore un corps à raffiner, une psychologie, un âme à raffiner, et elle va apprendre par la souffrance. C'est parce que l'être qui est en inharmonie avec la réalité n'apprend que par la souffrance, parce que sinon on ne souffre plus. On apprend par l'intelligence. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personne qui commet des bévues toute sa vie et qui ne comprend rien se réincarne intégralement, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui arrive avec elle? Elle est assujettie au reste des autres personnages de même taux vibratoire. Dans sa phase purgatorielle, ses corps vont lentement se dissiper par strates. Donc, après un laps de temps terrestre plus ou moins long, sa phase purgatorielle est terminée, c'est-à-dire que son âme, qui était bassement vibratoire, a été digérée par le plan collectif. Donc, cette partie-là n'existe plus. Lentement, elle va vivre une phase purgatorielle dans des plans de plus en plus élevés, jusqu'à temps que l'esprit de la personne se dissocie de l'âme qui va être réingurgité par l'astral collectif, et là, l'esprit est libéré en attente d'un retour. Lorsque le plan psychologique de l'ego de ce personnage-là a été démoli par strate, donc digéré comme le corps physique l'est par le plan planétaire, par l'astral, par l'âme collectif, par l'âme planétaire, lorsqu'il va y avoir réincarnation de cet ego-là,
il va être pluralisé dans plusieurs égaux et on aura la naissance d'un homme ancien ou d'un enfant ancien qui aura la probabilité, la possibilité d'être transitif et de devenir un homme nouveau. Mais seul celui qui comprend des mécanismes, seul celui qui commence à dissocier, à discerner sa partie mentale de sa partie émotive, seul celui qui commence à dire c'est vrai que j'ai une émotion et c'est vrai que je suis capable de prendre des décisions non émotives, raisonnées, et c'est vrai que de temps en temps, mon émotion essaye de me pogner. Celui qui voit ça risque fortement de se réincarner individuellement dans sa prochaine vie. Alors, celui qui fait le mal et qui le fait bien ne peut pas, sauf s'il comprend. Et lorsqu'un être comprend, pas intellectuellement, lorsqu'il cellularise ou lorsqu'il est initié, l'un est souffrant, l'autre ne l'est pas, lorsqu'il intègre sa compréhension, il ne recommence pas. Et pas parce que la loi l'interdit. Sachez que tout ce que vous ne faites pas parce que la loi l'interdit n'est pas porté à votre crédit. C'est pas vous qui ne le faites pas. C'est la société qui vous l'empêche de le faire. Tout ce que vous ne faites pas parce que c'est amoral, c'est pas porté à votre crédit. C'est pas vous qui comprenez. C'est parce que la collectivité vous juge quand vous le faites et vous n'aimez pas ça. Vous vous empêchez de le faire. C'est différent. Vous faites le bien. Non, pas plus. Le gars qui est en prison et qui aimerait tuer tout le monde puis qui ne tue pas parce qu'il est en prison, puis il n'a donc jamais tué quand il meurt, il va tuer au ciel? Il a tué personne. C'est un meurtrier. Il a tout fait pour tuer. Il n'a pas pu tuer. Alors, est-ce qu'il est plus libéré que celui qui a tué? Il faudrait qu'on pense à ce genre de mécanisme. Puis tout ce que vous ne faites pas parce qu'on vous l'empêche, c'est comme le gars qui est un meurtrier qui ne peut pas tuer. Hein? On a eu une grève de police à un moment donné ici, puis les honnêtes citoyens ont brisé plein de vitrines pour aller chercher des vidéos ou des télévisions. Les honnêtes citoyens, puis il y en a eu plein. C'est pour ça que l'armée est venue à un moment donné aussi, lors du FLQ. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui commençait à se sentir plus libre. La liberté dans l'homme ancien, c'est qu'on peut prendre ce qu'on veut. C'est pas la liberté de l'homme nouveau. Alors, tout ce que vous ne faites pas parce que vous avez peur, parce qu'on vous l'empêche, parce que vous êtes restreint, c'est pas porté à votre crédit, c'est pas parce que vous comprenez l'intelligence de pas le faire, c'est parce que vous pouvez pas le faire. Alors, faire le bien, faire le mal, faire bien attention. Et lorsqu'une personne revient, c'est parce qu'au niveau de sa compréhension, au niveau de son degré énergétique, de sa vibration, elle peut revenir. C'est pas l'homme qui décide ça, c'est pas un juge, c'est pas un dieu, c'est pas un homme, il n'y a rien qui décide ça, c'est ce qui se passe. Alors, quand un nuage passe, il passe. Soit laid ou beau. Comment se passera l'adolescence de l'enfant nouveau? Les désirs sexuels seront-ils plus précoces? L'enfant nouveau, ça vient de parents qui sont comment, eux? Très bonne conférence. En passant, les yeux bleus, c'est une farce, là, parce qu'il y en a à un moment donné qui ont les yeux bleus qui pourraient s'imaginer que c'est ça. Les yeux verts aussi, puis les yeux verts aussi, puis les yeux bruns, puis il n'y a pas de yeux pantoute, puis bon. Alors, l'enfant nouveau, ça vient de parents qui sont comment? Premièrement, ça vient de parents qui sont normaux sexuellement. D'une chose. Ah bon? Non, je pense que c'est une question après. Ça vient n'importe comment. Vous savez qu'on fait, les parents font souvent l'amour de la nuit. Alors, ils savent pas ce qu'ils font, ils voient pas ce qu'ils font. Et puis, les enfants naissent. Premièrement, génétiquement, ce que les parents ont de positif, donc d'harmonieux, d'efficace au niveau des plans physiques, si les deux parents ont des affinités qualitatives hautement avancées au niveau du plan physique, donc ils ont des bons corps physiques, bien entretenus, bien en santé, ils ont évidemment plus de possibilités de créer un corps en santé, un corps physique qui va être aussi adéquat, avec un ouïe fine, avec un odorat fin, avec une sensorimotricité bien développée. Évidemment, il y a quelques rares exceptions. Les caractères récessifs de nos arrière-grands-pères, donc de nos aïeuls, finissent par transparaître et ça crée des enfants qui ne sont pas ce qu'on pourrait dire parfaits, mais qui sont parfaitement parfaits pour pouvoir le devenir parfait.
Donc, ça vient de parents normaux, sauf que ces parents-là doivent, évidemment... J'ai fait une conférence à un moment donné sur la conception de l'enfant, où on expliquait, et on va y revenir de toute manière en décembre, où on expliquait, disons, les mécanismes de la procréation intelligente. Alors, on n'a pas un enfant par accident, on n'a pas un enfant comblé des lacunes psychologiques, on a un enfant à un moment donné parce qu'on comprend le rôle et l'intelligence d'avoir un enfant. Alors, les parents sont donc des parents normaux, sauf que il y a plus de probabilité de naissance d'enfants nouveaux dans des parents qui se conscientisent, dans des parents qui intègrent, dans des parents qui se transforment avant la naissance, dans des parents qui changent, dans des parents qui sont en santé, mais évidemment, des parents complètement débiles peuvent mettre au monde un enfant tout à fait nouveau et un génie. Pourquoi? Parce que génétiquement, ce n'est pas le caractère évident, donc dominant chez l'adulte qui sort chez l'enfant. Il y a tout ce qui est récessif, donc qui ne paraît pas chez l'adulte, qui peuvent sortir chez l'enfant. Alors donc, si moi j'ai un caractère récessif qui est l'intelligence, et donc qui ne paraît pas, et un caractère dominant qui est l'imbécilité, donc qui paraît, et que j'enfante avec une femme qui a les mêmes caractères que moi, donc totalement imbécile, mais en caractère récessif, l'intelligence, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je donne un exemple. L'enfant peut, lui, exprimer les deux caractères récessifs, donc être totalement intelligent et pas du tout imbécile. Et les deux parents sont imbéciles. Alors, comment sont les parents? Ben, c'est ça. Un homme, une femme, si possible. Et puis, tout à fait normal. Il n'y a aucun problème. Si c'est une constatation, je suis spécialiste en psychologie infantile à l'hôpital de, je sais pas si c'est Saint-Jovite, Saint-Glinglin, en tout cas. Je me demandais ce qui arrivait à plusieurs jeunes que je traitais. Vous m'avez éclairé et je peux maintenant affirmer que ce que vous avez dit fait beaucoup de sens. Merci. Là, tu as répondu en même temps à ces questions-là. Quelle attitude doit-on avoir avec l'enfant nouveau? Je pense que tu as répondu aussi à celle-ci. Voulez-vous élaborer un peu plus sur l'enfant nouveau avant sa venue et après sa naissance? J'ai aimé votre façon de voir les choses. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire là-dessus, je pense? Avant, juste avant sa venue et après sa naissance, il y a quelque chose de particulier? Mais avant sa venue, c'est comme tous les enfants, hein? Ça veut sortir. Puis après sa venue, ben là, ça pleure, ça veut rentrer. Bon, une chose que je répète, c'est qu'on ne doit pas essayer de trouver des enfants nouveaux dans sa famille. C'est un terme à ne pas employer en termes d'éducation. Je reviens un peu sur l'attitude parce qu'il y a des choses qui sont importantes, parce que l'orgueil des parents, à un moment donné, était placé chez l'enfant dans le hockey. Il peut se transmuter dans l'enfant nouveau. Hein? Ce que j'ai pas été, j'aimerais qu'il le soit. Fait qu'il va en devenir un enfant nouveau. Alors, il faut faire extrêmement attention parce que vous pouvez vous faire jouer des tours et c'est évidemment les enfants qui vont payer le prix jusqu'à temps qu'ils vous le remettent. Parce que quand on fait le mal, paye pour. Alors, élaborer un peu sur l'enfant nouveau avant sa venue. Alors, je répète simplement que collectivement, pour la première fois, les processus de réincarnation vont être individuels, c'est-à-dire que l'homme qui se réincarne est intégralement ou à peu près ce qu'il a été dans sa vie matérielle et en plus, il pourra additionner à son expérience de nouveau-né ce qu'il aura été dans sa vie de mort. Donc, dans les plans purgatoriels ou infernaux. D'ailleurs, non, infernaux non, parce que ceux qui vivent des plans infernaux se réincarnent divisés, pluralisés dans des corps normaux, donc d'hommes anciens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas connaître les énergies que religieusement on appelle le ciel ou ces choses-là, s'ils vivent des phases infernales. Et toutes les énergies qui, dans le plan psychologique, sont de degré infernal, or l'exemple qu'on peut donner d'une personne qui vit une phase infernale, on dit éternellement, c'est-à-dire que l'énergie qui est infernale au niveau de l'âme est une énergie qui est tout proche du niveau matériel et qui, à un moment donné, va simplement être digérée et va se transformer en matière. Et de toute façon, ce n'est pas éternel. Pour l'homme, oui, mais un jour, la matière va être aussi subtilisée et elle sera aussi luminisée. C'est ça. C'est compliqué, des fois, il faut inventer des mots au fur et à mesure qu'on parle.
Alors, ce qui arrive, c'est qu'une personne, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est une personne qui est alcoolique toute sa vie, qui presque né, on lui donnait quasiment de la boisson pour l'endormir lorsqu'il était enfant aux couches. Et puis, il a vécu alcoolique toute sa vie, et à un moment donné, il meurt. Et tout ce qu'il a comme phase psychologique, c'est de boire, de retourner dedans ce contexte. Et dans le plan, donc dans le monde des morts, il pourra vivre avec les vivants, parce que sachez bien que le monde des morts n'est pas loin du monde des vivants. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui n'a plus de corps, il y en a un qui en a un. Donc, l'un peut expérimenter et évoluer, tandis que le mort ne peut pas. Et c'est pourquoi le mort cherche à contacter les vivants en les manipulant, en apparaissant comme des maîtres, ou par le spiritisme, ou par différents autres mécanismes. Et lorsque cette personne rentre dans sa taverne préférée, et qu'elle s'assoit à une table, et qu'elle essaie de boire, bien évidemment, elle n'a pas de corps. Alors, elle ne boit pas. Donc, elle a tout le désir de l'alcoolisme, mais elle n'a pas la satisfaction de l'alcoolisme. Alors, elle est là, elle essaye, elle pénètre dans le vin, elle fait tout ce qu'elle peut, et elle n'a rien. Alors, c'est tout à fait infernal, c'est l'enfer. Et à un moment donné, cette entité-là va être matérialisée, c'est-à-dire qu'elle va carrément disparaître. Donc, évidemment, elle n'évolue pas dans le sens de l'âme conventionnelle. De ce fait, on peut dire que celui qui va aux enfers finit par est là éternellement. Maintenant, c'est une partie de l'ego. Le reste continue à évoluer, parce que sachez bien que l'âme vit des choses de même, l'esprit ne vit pas ça. Alors, donc, l'enfant qui va revenir, celui qui revient avant, de la préparation de cet enfant, il va premièrement naître, colorer quelque peu. La seule déformation qu'il aura à sa naissance, c'est lorsqu'il va traverser tous les schémas astraux qui sont manipulés par les astres. Donc, il aura un signe de naissance zodiacal qui déterminera très mal ce que cet enfant devrait être s'il est un enfant ancien. Et vu qu'il sera un enfant nouveau, il va piler facilement sur Jupiter et Saturne et Mars et tout ça. Il va les envoyer promener. Et il ne pourra même pas être horoscopié. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas essayer de le forcer à devenir ce que l'horoscope tend à vouloir de lui, parce qu'il ne sera pas, en vieillissant, assujetti à ce genre de mécanisme. Alors, l'enfant nouveau, donc, avant sa naissance, est un enfant qui va, d'une façon énergétique, choisir sa famille. Ce que l'enfant ancien fait aussi, il énergétiquement choisit sa famille, c'est-à-dire que selon ses capacités, il est attiré par un corps particulier qui peut lui permettre d'exprimer ce qu'il est. Alors évidemment, le plan génétique détermine la corporalité, ce qui fait qu'une entité intelligente va arriver dans un corps neurologiquement préparé à exprimer l'intelligence. Alors, ce qui fait que l'enfant nouveau, donc, va évidemment naître dans des corps toujours en santé. Je parle en santé du niveau évolutif, donc il peut même se payer le luxe d'une main difforme, sauf qu'au niveau neurologique, il aura un corps physique qui lui permet d'affirmer et d'exprimer ce qu'il est. Parce que le cerveau, ça fait partie de l'esprit. Je veux dire, il n'y a pas d'esprit sans cerveau et de cerveau sans esprit. Exactement. C'est le cerveau qui exprime l'esprit. Donc, l'esprit n'est pas attiré dans un corps sans cerveau. Et le cerveau, totalement bien bâti, attire automatiquement un esprit. Alors donc, l'enfant choisit, mais pas égoïquement comme on peut penser. Bon, je regarde, non, lui, j'aime pas. Lui, non, il n'y a pas des beaux jouets. C'est pas comme ça fonctionne, hein? Alors, énergétiquement, il est attiré par le corps en création et automatiquement, il vient l'habiter. Et lorsqu'il naît, il a le corps adapté à ce qu'il est. Et c'est pourquoi, lorsqu'on veut entrer en contact avec des énergies différentes, il faut que le corps physique se transforme, parce que le corps physique ne peut pas le supporter, il ne peut même pas l'attirer. Et qu'est-ce qui nuit le plus au corps physique dans son évolution? On l'a déjà vu dans une conférence sur la séparation des corps. C'est le corps psychologique, donc la psychologie, l'émotivité, le corps astral, qui tend à donner à régir le corps physique à partir des lois psychologiques, ce qui n'a aucun sens, évidemment. Alors, quand je disais que l'homme ne nourrit pas son corps physique, il nourrit sa psychologie, que l'homme habille sa psychologie, n'habille pas son corps physique, que l'homme maquille sa psychologie, mais il maquille en même temps son corps physique, mais le corps physique n'a pas besoin, que l'homme se déplace partout avec son corps physique, même là où le corps physique ne devrait pas aller, que l'homme fume pour sa psychologie, mais le corps physique n'a pas besoin. Alors, à un moment donné, cette psychologie-là va interférer sur le corps physique et on va avoir des perturbations qui peuvent donner aussi des enfants qui auront des corps physiques dégénérés. Et évidemment, l'esprit ne vient pas, c'est-à-dire que l'intelligence, une entité, un enfant nouveau ne naît pas dans un corps qui ne peut pas l'accepter. C'est évident. Alors donc, la préparation antérieure à la naissance, c'est que l'enfant vient donc choisir, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas, mais automatiquement, il est attiré. Et le corps attire comme lui attire, donc il y a une connexion entre un corps qui lui permet de vivre
Et la famille peut ne pas être adaptée au corps. Deux parents débiles mettent un enfant génial au monde, ben l'enfant, par le milieu, risque de ne jamais être génial parce qu'on l'aura empêché. L'enfant nouveau qui vient au monde, par contre, sera génial, mais moins génial si le milieu ne le permet pas, parce qu'il aura évidemment à mettre toute son énergie dans la résistance qu'il devra opposer à ses deux parents, à ses deux nios. Des fois, le génie, ça vient de là, de la résistance qui est opposée ou de l'obstacle. Chez l'homme ancien, surtout, oui, parce que c'est la souffrance qui est amenée par la résistance à l'obstacle qui crée l'expérience, donc amène l'homme à arriver à ce génie. Mais chez l'enfant nouveau, il n'a pas besoin de souffrir pour apprendre. Il a besoin, parce qu'il va vivre l'intelligence même de ce que c'est que l'amélioration, l'apprentissage, alors il n'a pas besoin de ce mécanisme de souffrance. Il a besoin d'être endossé plutôt. Comme ça. Ici, il reste deux questions qui ont trait toutes les deux au programme Maître Contrôleur. Alors la première dit, l'école que vous avez, c'est où pour les cours PMC? Et quelles en sont les exigences? La deuxième dit, je suis présentement le PMC. Pour moi, ça a été le cours le plus transformant de ma vie. Pensez-vous que ce serait bon pour mon fils de 13 ans? Bon, alors on va y aller une à la fois. Alors, l'école que vous avez, je n'ai pas d'école. C'est où? C'est ici. C'est-à-dire que les cours sont donnés au centre de l'universalité parce que présentement, c'est un des rares endroits qui fournit un gymnase, qui fournit des salles de cours, qui fournit des douches, qui fournit une salle de conférence, qui fournit un peu de tout. Alors, ce qui fait qu'évidemment, je n'ai pas besoin de courir ailleurs pour l'instant. Plusieurs personnes donnent le cours PMC, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs professeurs, évidemment, qui font le PMC et qui sont très avancés et qui le donnent. Alors, donc, ça se fait ici simplement. Et pour l'information, il faut voir Mario Gosselin. C'est notre relationniste. Et quelles sont les exigences? Premièrement, assister à une ou deux de mes conférences, parce que si vous partez pendant la conférence, ben le cours PMC, c'est pas pour vous non plus. Et c'est une première exigence, pour la simple raison qu'il faut voir énergétiquement si ça va. Et la deuxième chose, ben évidemment, c'est simplement de le faire. Et après le séminaire intensif, si ça ne vous plaît pas, c'est parce que vous n'avez pas d'affaires là. Alors, le centre rembourse intégralement, ce qui fait que vous ne perdez rien, comme ça, vous le savez. Il n'y a rien de mieux qu'en goûtant de l'eau pour savoir si elle est sucrée ou salée. Et la personne ne risque rien. Elle ne risque que de trouver ce qu'elle cherchait, parce que sinon, ben c'est pas ça. C'est pas ça que je pensais, c'est pas ça que je voulais, puis j'ai rien perdu, puis ça m'a rien coûté, puis je m'en vais. Puis si c'est ça que tu voulais, ben c'est ça que tu le savais, puis tu le sais. Alors, les exigences, on n'a pas besoin d'être fantastiquement exigeant. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu le fasses. Par contre, pour PMC2 ou plus, il y a des exigences, c'est-à-dire qu'il faut que la personne veuille travailler sur elle. Faut qu'elle veuille travailler en faisant fi de son ego parce que sinon elle va souffrir. Il faut qu'elle veuille travailler dans le plan physique parce qu'elle doit avoir un corps physique adéquat. Et évidemment, le cours est adapté à la personne, mais elle doit mettre de l'énergie là-dedans et ça peut être difficile pour certaines personnes. Elle doit aussi vouloir travailler dans son plan vital, donc elle doit se réénergiser, mais ça, ils veulent bien parce qu'ils voient là la facilité après ça de vivre. Travailler dans le plan de l'ego, c'est plus compliqué parce que là, ben, tu veux savoir tes vérités, puis quand on te les dit, ben, tu pensais pas que c'était ça. En fait, tu veux qu'on te dise les vérités que tu veux qu'on te dise. Hein, évidemment. Alors, évidemment, faut que la personne, évidemment, oui, souvent, hein, faut que la personne, c'est ça qui est plaisant quand tu peux même t'observer quand tu jases, tu peux même t'auto-critiquer, puis t'as pas besoin des autres pour te le dire. Mais c'est normal, c'est plaisant, c'est comique, c'est pas frustrant, c'est constructif. J'aime autant le savoir de par moi-même pour pouvoir arrêter de m'amuser que les hommes polis me le disent pas puis qu'ils en risent tout en coulisses. Bon. Alors, il faut vouloir travailler, évidemment. Et lorsque la personne veut réellement se prendre en main, donc payer le prix, pas juste en argent, en sueur, en énergie, bien évidemment, le cours est transformant. Sinon, le cours, il transforme rien pantoute. Mais elle ne perd rien à s'essayer, ça va de soi. Alors, les exigences, c'est ceux-là. Évidemment, il faut s'inscrire. Je suis présentement le PMC. Bon, pour moi, c'est le. Pensez-vous que ce serait bon pour mon fils de 13 ans? Alors, je pense premièrement que le fils de 13 ans, c'est à lui qu'on devrait poser la question, pas à moi. C'est déjà une chose. On lui demande son avis. Et autre chose, c'est que tant que les parents ne font pas le PMC, le cours ne peut pas être bon pour les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant va apprendre des choses, l'enfant va expérimenter des choses, l'enfant va peut-être vouloir commencer à travailler. Et si le parent ne suit pas, déjà que c'est compliqué quand l'enfant le fait tout seul, si en plus il est motivé et qu'il veut le faire et qu'il y a des techniques
disons, plus facilement que d'avoir à les chercher, parce qu'au niveau PMC, il faut bien comprendre que toutes les techniques sont des techniques totalement nouvelles qui ne datent pas de 2000 ans, qui datent de 2 ans et qui donnent des résultats, évidemment, relativement à l'homme nouveau. Et on ne peut pas donner un cours. Il va y avoir prochainement un cours, sans doute, du Kikaido, qui est une forme d'art martial développée au niveau du PMC pour les enfants, parce que là, il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce que l'enfant vient apprendre, vient s'amuser. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on éduque un enfant de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans, on ne parle pas de psychologie puis de cossin comme on fait présentement. Évidemment. On n'est pas là pour faire de spiritualité avec l'enfant puis lui faire croire des choses. On est là pour qu'il vive. Alors, c'est un travail différent. Au niveau du PMC, alors c'est la même chose. À un moment donné, il y aura des cours pour les enfants, mais ce sera les enfants des parents qui font le PMC, parce que l'éducation, ça se fait pas juste 1 heure ou 3 heures par semaine. Hein? Ça se fait à la maison, ça se fait partout. Alors, lorsque l'enfant, par exemple, apprend à respirer ou découvre qu'en respirant de telle manière, il est mieux, lorsqu'il a un problème, alors évidemment, il s'en réfère à ses parents, puis ses parents lui disent, ben là, moi, je sais pas, moi, respirer, tu demanderas à ton professeur mercredi prochain. Ben, il faut pas à peine qu'il vienne faire le PMC, l'enfant, parce que là, réellement, c'est de l'information qu'on donne, on l'intellectualise, puis, je veux dire, on lui nuit beaucoup plus que d'autres choses. C'est mieux qu'il en sache pas trop, puis lorsqu'il pourra tout savoir, qu'il pourra se prendre en main, qu'il vienne. Donc, lorsqu'il sera adulte. Sinon, il faudra que le cadre familial donne un coup de pouce. Je présume aussi qu'il est préférable dans un couple que les 2 conjoints suivent le PMC plutôt que l'un sans l'autre, là. Qu'est-ce que ça donne est-ce que tu as déjà connu 2 conjoints, un qui allait chez les disciples de Krishna, puis un qui était mort? Ah oui, ça existe. Ça existe. Oui, oui. Oui, mais ils restent pas ensemble. Pas longtemps, non. Non, non. Il y a un conflit aussi quelque part, c'est certain. Ils sont 2 possesseurs de la vérité éternelle. Ça fait que là, elle vole en éclats. Oui. Alors, lorsqu'une personne fait le PMC, normalement, si elle veut entraîner son conjoint dedans, on lui recommande de ne pas faire ça. Parce que l'évolution de son conjoint, ça le regarde. Ils finissent par bien comprendre. Bon. Par contre, le conjoint, lui, ne comprend pas nécessairement que l'évolution de son conjoint, ça le regarde. Alors, ce qui va arriver souvent, c'est que la personne qui fait le PMC, ça ne le dérange pas que le conjoint ne le fasse pas, mais ça dérange souvent l'autre que son mari ou sa femme fasse le programme Maître Contrôleur. La majorité des personnes qui font le PMC sont soit célibataires, solidataires, soit que sont mariés et c'est le couple, effectivement, qui fait le coup. Et lorsque c'est le couple, bien évidemment, ça va super bien. Si c'est pas le couple, il y en a un qui est à la maison parce que soit qu'il y a des enfants en bas âge ou tout ça, alors il s'occupe des enfants et l'autre fait le cours et l'autre, ils travaillent ensemble pareil. Alors, ils font le PMC tous les 2. C'est pas nécessaire que les 2 soient présents, mais il faut au moins que les 2 travaillent réellement sur ce qu'ils veulent faire. Alors, il y a des livres de cours, tout ça, puis la personne, elle apprend suffisamment qu'elle peut quand même instruire ses enfants ou évidemment son conjoint, si le conjoint veut. Mais il n'est pas question de convaincre ou de propagande au niveau du PMC. C'est pas une méthode salvatrice pour l'humanité. Hein? C'est une méthode qui est efficace pour certains genres d'individus, et pour ça, il faut qu'ils l'essayent. Quand ça ne marche pas, à un moment donné, ils vont trouver de quoi ailleurs, ou s'ils ne le trouvent pas, ils feront comme moi, ils se créeront. Hein? C'est un peu comme ça, toi, avec d'ailleurs, tout ce que tu rencontrais pas et que tu trouvais qu'il fallait que ce soit, ben, tu le bâtissais. Tu as payé pour, tu as appris énormément, mais c'est quand même une très bonne activité. C'est pour soi-même qu'on le fait. Exactement. Alors, ce qui fait que c'est préférable que les 2 le fassent, ça c'est sûr, mais ça regarde les personnes et on ne peut pas forcer ni un enfant à s'inscrire, ni un adulte à s'inscrire. De toute façon, au niveau du PMC, la personne qui vient ici sans savoir ce qu'elle fait là, elle apprend rapidement que c'est pas sa place ou elle apprend rapidement ce qu'il faut qu'elle fasse. Quelle différence peut y avoir entre un programme maître-contrôleur, là, ce cours, et puis des mouvements ésotériques qui prennent les gens en charge, soit au niveau spirituel, tu viens juste thérapie, de dire etc. le mot magique, qui prennent les gens en charge. Et le PMC ne prend personne en charge. Et c'est compliqué pour les PM sautés. Ça évite qu'ils se prennent au sérieux. Ce qui est compliqué pour ceux qui font le PMC1, le séminaire intensif, comme celui que je donne la semaine prochaine, c'est moi qui le donne. PMC2, c'est des professeurs, PMC3, c'est des professeurs, et moi, je me mets le nez un peu là-dedans. Ce qui est compliqué, c'est qu'on les oblige à se prendre en main. Alors, il y a des techniques. Mais si tu es assis dans ton coin et tu ne la pratiques pas, on ne va pas te motiver. On t'explique l'intelligence en cours de ce que c'est. Et on te réexplique l'intelligence et on te réexplique. Si tu vas voir le professeur, il peut te parler dedans le caquet. Mais tu dois te prendre en main. Et moi, je ne donne pas tous les cours parce que le monde sont totalement assujettis à moi après 3 cours, sont convaincus que c'est parfait. Puis la journée que je ne me présente pas au cours, que c'est un autre, sont tous déçus. Alors, il faut qu'ils apprennent à se prendre en main. S'ils sont déçus, c'est parce que je les prends en main.
Et moi, je n'ai pas comme fonction de sauver l'humanité et je ne veux pas prendre personne en main. Alors, la différence entre le programme maître-contrôleur, programme qui veut faire en sorte que la personne devienne le seul maître chez elle, hein, que l'homme, elle, soit son seul maître, bien évidemment, c'est qu'elle se prenne en main. Et si on regarde la majorité des écoles traditionnelles ou des organismes, ceux qu'elle a énumérés, c'est qu'ils prennent l'homme en main. Venez me voir, vos souffrances vont cesser. On va s'occuper de vos problèmes. On va vous guérir. On va vous hypnotiser, puis on va vous épater. On va vous faire rencontrer n'importe quoi. On va vous donner un mantra qui va vous aider. On va. Ben, si vous venez faire le PMC, on va rien vous donner. On va rien vous donner. Vous allez être tout seul, vous allez apprendre des choses sur vous autres, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des stupidités qui vous animaient ou des choses intelligentes et formidables qui vous animaient, mais c'est sur vous autres. Et ça va, chaque personne est à son rythme, le rythme est relativement rapide, mais de temps en temps, évidemment, il y a des problèmes. Parce que juste une expérience extrêmement banale qu'on fait faire en PMC2, on découvre un peu en PMC1, mais une expérience qui paraît niaiseuse. On a un gymnase, pas pour rien. Parce que c'est tellement extraordinaire de voir les difficultés qu'un adulte va avoir à faire une culbute à terre. Et ceux, évidemment, qui font facilement peuvent rire. Mais ceux-là, on a d'autres choses pour eux autres. Bon, parce que c'est sûr, tu sais, il faut dire, quand t'as pas faim, tu peux bien jeûner. Puis tu peux rire de celui qui a faim, qui a de la misère à jeûner. Hein? Bon. Alors, à un moment donné, d'une personne qui ne peut pas, puis là, il regarde les autres, et plus il les regarde faire, quand les 3/4 de la classe sont pas capables, ça va. Quand tout le monde est capable, sauf elle, normalement, elle lâche le coup. Parce qu'elle se sent anormale. Et ça, bien évidemment, si on la pogne avant qu'elle sorte, elle se parler dans le caquet, elle est normale, elle est elle. Pourquoi qu'elle ne peut pas rouler sur le sol? Parce qu'elle a un paquet de mécanismes psychologiques qui la bloquent bien raide. Alors, cette personne-là, ça dans le PMC, c'est ce qui est amusant. Chaque fois qu'une personne n'est pas capable, ben c'est la preuve que le cours est bon. Parce que si elle n'est pas capable, c'est qu'elle est limitée. Alors, c'est pas un signe qu'il faut qu'elle abandonne, c'est un signe qu'il faut qu'elle continue. Quand tu peux tout faire facilement, le cours n'est pas bon pour toi. Mais quand il y a quelque chose que tu peux pas faire, ben, il ne va pas chercher ailleurs. C'est la place. Alors, à un moment donné, ils finissent par arriver à rouler tout croche. Il y en a qui pètent en roulant la première fois. Puis là, on rit. Mais c'est ça qu'est-ce qui empêche le monde d'être eux autres? Ben, c'est ces affaires-là. Moi, j'ai enseigné à des enfants. Et que ça rit quand ça pète. Les adultes, bon, tout à fait normal. Puis en plus, tant mieux que tu pètes, ça te libère. Ben, c'est vrai. Tant que ça s'arrête là. Évidemment. Ça libère aussi. C'est plus emmerdant. Alors, on a plusieurs choses qui sont simples, amusantes. On a du fun, on va rire, mais de temps en temps, c'est tough dans les premiers cours parce que là, tu dois apprendre que l'homme psychologique, que l'ego que tu tiens tant à défendre n'est pas celui qui a à s'exprimer, n'est pas celui qui a à évoluer. Une fois que ça est passé, c'est facile. Tu vois bien clair, tu pratiques des choses, tu n'as plus peur, tu peux maudire Satan, tu peux faire plein de choses, tu fais la pluie, le beau temps dans ta tête, ça va bien. Mais évidemment, comme je dis, c'est que y a un travail qui doit être fait, un travail qui est physique, et les personnes sont obligées de se prendre en main. C'est ce qui est le plus dur. Parce qu'ils recherchent un maître, ils recherchent un chemin, ils recherchent un guide, ils recherchent un sentier, ils recherchent... Tout sauf l'autonomie, en fait. Tout sauf l'autonomie. Alors, au niveau du programme maître-contrôleur, ben, l'autonomie, la personne, elle va soit voir ailleurs pour trouver un guide, ou bien elle décide d'être son seul maître et elle se prend en main. Mais il n'y a pas de diplomatie au niveau du PMC, c'est ça ou rien. C'est-à-dire que tu te prends en main et tu acceptes de te prendre en main, tu peux pas tout de suite, pas de problème, il y a un cadre disons, d'éducation, le cours, qui va t'aider. Tu as peur de faire telle chose, on comprend. Tu ne veux pas surmonter ta peur, va voir ailleurs. On comprend plus. On comprend, mais on veut rien savoir. Tu as peur de faire une roulade, on comprend. Tu veux même pas essayer, tu veux même pas t'inscrire pour ça, t'es pas dû pour le cours. Parce que vous ayez des lacunes, c'est normal. Que vous refusiez de vouloir les surmonter, Paradoxe.
pas pour le cours PMC, ça peut pas fonctionner. Alors, quand tu donnes un séminaire intensif, là, comme au mois de novembre, là, au tout début, La semaine prochaine. Oui. la semaine prochaine, est-ce que ça, c'est considéré comme un PMC 1 ou C'est le PMC 1. C'est ça, le PMC 1. C'est le PMC 1. C'est un cours qui est intensif pour la simple raison que, énergétiquement, ce qui se passe au niveau du cours, on ne peut pas l'échelonner sur plusieurs semaines. Et c'est intensif énergétiquement et aussi au niveau, évidemment, de ce qui est donné. Alors, si on fait un bref résumé, disons, du PMC1 et de l'utilité de ce cours, c'est que, premièrement, on explique un peu ce qu'est le racisme de l'initié ou de l'homme nouveau. On explique, on a un dictionnaire étymologique, donc un dictionnaire ésotérique formé au niveau du PMC pour que les personnes développent un vocabulaire, pour qu'ils puissent se comprendre, pour qu'ils puissent ajuster toutes les connaissances qu'ils ont ramassées dans le passé et qui, à un moment donné, fait qu'ils sont tous mêlés ou même qu'ils vont s'estimer entre religieux ou entre ésotéristes. Et ensuite, on va travailler sur le plan de la psychologie, c'est-à-dire que la personne, elle est forcée ou presque à découvrir la différence qu'il y a réellement entre le mental et l'astral, c'est-à-dire entre son plan émotif, psychologique et son plan raisonnant, intelligent, logique. C'est ceux qui ne font pas encore la nuance le font au niveau du séminaire intensif. Ensuite, tous les cossins idiots de l'évolution que l'homme recherche, être télépathe, voir l'aura des autres, pouvoir savoir ce qu'ils pensent. Bon, tout un paquet de mécanismes imbéciles, le magnétisme, toutes ces choses-là que l'homme croit et que l'homme recherche comme étant un symptôme de l'évolution. Alors, une chose qu'on fait, c'est qu'on leur explique pas que c'est un symptôme de l'évolution, c'est qu'on leur montre en dedans d'une demi-heure à voir cette aura, à magnétiser, à faire tomber le monde, puis à faire des choses, puis à faire des petites guérisons, puis là, tout le monde tripe bien gros, tout le monde s'amuse bien gros, pour, en fin de compte, que ceux qui font le séminaire découvrent non seulement que ça existe, pour le démystifier. on arrête d'y croire, démystifier, puis en plus, bon, maintenant que tu fais ça, là, ça marche, tu peux évoluer? Non, parfait. Fait que tu vois, tu vas arrêter de chercher ça, là. En PMC6, on viendra à sa guérison, mais pour l'instant, là, tout le monde a vu l'aura, tout le monde a senti les picotements, tout le monde a fait tout ça, là. Parfait. Là, maintenant, on peut oublier, puis là, on peut commencer à travailler sur ce qu'il y a réellement à travailler, sur l'homme, sur ses problèmes, sur ses misères. C'est pas parce que tu vois l'aura des autres que tu es plus heureux. Alors, on passe par-dessus ces choses-là. Ça existe, on veut pas que la personne le croie, on veut pas qu'elle continue à se dynamiser dans sa croyance, elle le fait, elle le voit, après ça, on oublie. Bon. Alors, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs choses qui sont faites au niveau du séminaire intensif, de façon à ce qu'une fois que la personne a fini le séminaire, elle est fin prête. C'est un dégrossissage, là. Un dégrossissage. Elle est fin prête à faire n'importe quoi. Alors, qu'elle poursuive le PMC ou non, en tout cas, elle sort pas les poches vides. Alors, c'est un dégrossissage, un ajustement, un réajustement, et puis on parle évidemment de plusieurs choses que je n'explique pas suffisamment en conférence, soit par manque de temps, soit par manque peut-être de préparation. Faut qu'on prépare le terrain un peu, alors il faudrait faire des conférences plus longues. Alors, au niveau du séminaire, évidemment, il y a cet avantage-là, c'est que les personnes posent leurs questions au fur et à mesure qu'ils veulent, parce qu'on passe 2 jours complets ensemble. Bon, mais de quelle heure à quelle heure, ces 2 jours? C'est de 10h aller jusqu'à 6h et de 10h aller jusqu'à tard, après le dimanche. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a une autre chose, disons, qui est un peu plus intéressant, et c'est que les personnes qui font le PMC, au moins PMC1, sont plus ajustées à l'homme nouveau, à cette à cette vision nouvelle de ces mécanismes. Ils se connaissent plus. Alors, ce qui fait que chaque fois qu'ils ont un choc chez eux, ils sont capables de l'intégrer. Ils ne sont pas détruits par le choc. Alors, à un moment donné, si quelqu'un, par exemple, décède dans la famille, ils vivent le choc, mais ils l'intègrent plus vite que tout le monde. Alors, à un moment donné, c'est qu'en conférence, lorsqu'on dit des choses, il y a des chocs qui sont créés. Les vendredis, on en crée un petit peu, mais quand même, on essaie d'être un petit peu adouci. On en crée quand même, mais on ne peut pas aller trop loin parce que certaines personnes n'arriveraient pas à intégrer ces chocs. Alors, tu poses une question, comme tout à l'heure, on pose une question. Je l'ai faite un peu au niveau de la sexualité de l'adolescent nouveau. J'ai répondu de façon diplomatique, ça l'a fait rire un peu. Là, la personne, elle comprend certaines choses. Mais j'aurais pu aussi pousser de façon à ce qu'elle intègre rapidement, radicalement. Elle aurait compris des choses. Pas juste sur l'enfant nouveau, pas des choses. Mais si elle n'est pas prête, elle s'en va chez elle et à un moment donné, elle peut claquer. Alors, ceux qui ont fait le PMC, étant plus ajustés, on peut se permettre, une fois par mois, par exemple, moi, je donne une conférence spéciale pour les PMC, conférence qui commence à 1h et qui finit vers les 6h, qui est hautement plus vibratoire, qui est beaucoup plus poussé, beaucoup plus haut. Et pourquoi? Parce que je sais que là, les chocs créés sont des chocs constructifs. Parce que l'idée, c'est pas de créer des chocs. Ça sert à rien de créer des chocs quand les chocs font que détruire. Il y en a qui s'amusent à créer des chocs. C'est plaisant. Ils voient le monde sauter, les cheveux qui se dressent, les calottes qui tournent, et que c'est plaisant. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas évolutif. C'est ridicule. Alors, si on est